tout ce que je pensais que ce serait ce film. C'est juste, j'allais presque dire un club de striptease normal, quoi. Où tu payes beaucoup. Oui. Ça, vu d'ici, ça a eu l'air de vous transporter, ces deux trailers. En tout cas, vous avez... Non, j'avoue qu'on aurait peut-être dû faire le contraire, quoi. Allez. C'est beaucoup de ralentis sur des regards, donc... Ouais. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau fin de séance, un énorme épisode qui nous attend aujourd'hui avec un programme lourdissime avec des très belles choses, des débats, des invités, des nouveaux invités, enfin voilà, il y a plein de belles choses qui nous attendent aujourd'hui. On va commencer tout de suite par accueillir Aude, voilà. Salut. Bienvenue à toi, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. On espère que tu nous feras partager tes petites passions cinéphiliques et que voilà, on espère on aura des bonnes discussions. On va tout de suite commencer avec les nouveautés puisqu'on vient de se mater les trailers de deux films qu'on voit en ce moment. Donc on va commencer tout de suite par Queens avec J-Lo, le grand retour de J-Lo. J-Lo qui est sans doute allé voir son agent et lui a demandé comment je peux faire pour montrer au monde que je suis encore bien gainé. Trouve une solution, quoi. Le monde doit savoir, mes fans le savent parce qu'ils me suivent sur Instagram. Mais... Donc, ce que je comprends de ce film, je sais pas si vous avez vu ça, j'ai l'impression que c'est un espèce de heist movie un peu girl power où des filles stripteaseuses ont décidé un petit peu de se venger des méchants brokers de Wall Street. Voilà, alors est-ce que vous, c'est un film qui vous... Voilà, les débuts sur le grand écran de Cardi B, est-ce que ça vous vend du rêve? Est-ce que... Parce que quand avez-vous t'attendais pensé ça de ouf, les débuts de Cardi B. Mais oui, mais alors moi je suis plus intéressée par les débuts de Lizzo. Ah. Parce que je suis un peu plus fan d'elle, mais oui, il y a un côté très empowering de meufs qui utilisent leur corps. Alors après, voilà, je m'attends pas à grand-chose quand même. Hein, ouais. Alors moi, en fait, des affiches, parce qu'il y avait pas mal d'affiches de ce film à Paris dans les métros et tout ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus, justement, heist et braquage que ça. Et un peu plus fin. Et là, en fait, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai juste l'impression qu'elles surfacturent leur truc de striptease. En fait, c'est ce qui me semble être un truc totalement normal de tout ce que j'entends des clubs de striptease où tu te dis, ah là là, j'ai dû payer 1 000 € la coupe de champagne ou je sais pas quoi. Du coup... Vendre ça comme un truc genre disruptif de l'économie, de Wall Street, etc. Bah non, en fait, tu fais exactement ce qu'ils font. Oui, ils surfacturent, quoi. Elles font beaucoup boire, ensuite elles regrettent d'avoir peut-être trop fait boire, oui. Et elles-mêmes ne boivent pas beaucoup, et c'est un film sur l'alcoolisme, en fait. Et puis, je sais pas où elle a fait ses recherches sur Wall Street, mais je suis désolé, mais quand je vois les gars de Wall Street avec les cheveux gominés, j'ai l'impression d'être dans les années 80, quoi. Enfin, je pense pas que ça ressemble plus du tout à ça, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un peu dommage parce que on a cette pensée-là qui vient vraiment du film Wall Street, vraiment des années 80 où t'as l'impression de revoir Charlie Sheen. Mais aujourd'hui, tu vois les preppy boys là, tu sais, tout le temps avec des bermudas, des choses comme ça, pas forcément. Tu crois qu'ils sont en bermuda maintenant tout le temps? Non, maintenant tu sais, la mode chez les mecs de Wall Street, c'est d'avoir ce petit gilet doudoune. Et moi, en fait, tu sais, j'adore ça. Je suis des comptes Instagram qui se foutent de ces preppy boys et à chaque fois qu'il y en a un qui passe dans les rues de New York, ils prennent une photo de ces gars-là, en fait, parce qu'ils ont vraiment les mêmes codes vestimentaires. Mais du coup, c'est plus les cheveux gominés, t'as bien vu. C'est plus les chemises un peu bleues avec le col blanc. Le col blanc, ouais. Qui est... Non, ouais, c'est fini ça. Ouais, alors c'est que triste, là, dans la bande-annonce, c'était un peu ça. Ouais. Donc pas vraiment d'emballement. Voilà. Pas vraiment, et même je vais dire, moi, de toute façon, ma première vision de tout, ce sera toujours une vision cynique. Bah là, je vois effectivement le côté... Tiens, on va faire un faux film d'empowerment féminin. Et voilà, c'est un faux film. C'est-à-dire que vraiment, je vois pas trop le... Mais qui tient que sur le casting. Hein, exactement, oui. Parce que là, bon, après, je l'ai pas vu, donc ce serait dommage de cracher dessus. Mais genre, voilà, il y a 80% à mon avis de crachage qui est mérité. Alright, bon, très bien. Donc ça sort en salle, je crois, aujourd'hui d'ailleurs, de notre enregistrement. Donc à voir. On va changer de registre puisque la deuxième bande-annonce du jour, c'était une suite que moi perso j'attends énormément, la suite de The Shining, Doctor Sleep. Donc du coup le roman donc roman écrit aussi par Stephen King, hein, qui est adapté. Donc avec Ewan McGregor qui joue le petit garçon. Qui joue Danny du Shining 1, qui a grandi, qui revient
un peu sur les lieux. Ils sont revenus dans le même hôtel sinistre, retourner ce film-là. Quelle impression vous avez eue de cette bande-annonce ? Alors moi, une déception immense. Énorme. Alors j'ai vu le film, je suis fan du film Shining, j'ai pas lu le roman. Et l'ambiance du film est pas du tout... Enfin, là, j'ai juste l'impression de voir un nouveau film sur un truc paranormal, avec exactement les mêmes ressorts habituels, et avec juste la licence Shining dessus, des petites images qui rappellent des souvenirs, et c'est... Ah, ça me donne pas envie du tout, j'ai l'impression que ça va détruire mes souvenirs Ouais, du premier... du premier qui a bercé mon enfance, je veux dire, parce que j'ai une enfance normale. J'ai plus trop... J'ai lu et j'ai vu The Shining, j'ai plus trop de souvenirs du livre, par contre, parce que du coup, je sais pas si ce film-là va peut-être être plus proche forcément du livre que du film, tu vois. Tout ce que je vois de l'esthétique, pour le coup, Stephen Kingienne, c'était cette espèce de méchante avec son chapeau haute forme. Il aime bien les espèces de sortes de méchants solitaires, une dégaine un peu contre-culture, tu vois. Il y avait le mec de Le Fléau qui était comme ça aussi, mais bon, mais comme tu dis, il y a que ça qui me fait penser à quelque chose de plus qu'un film d'horreur lambda où on a juste mis un filtre vert sombre. Très mainstream en fait. Hein, ça très voilà, mainstream. Assez mainstream. Après, voilà, bon, Evan McGregor, je me dis... je sais pas, j'ai envie de baser ma foi dans ce film sur lui et ses choix de scénario, mais je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, C'est assez paradoxal quand on voit la bande-annonce, parce que malgré le fait qu'il soit tourné dans cet hôtel, on a l'impression, quand tu vois les images, qu'il y a 14 filtres. On dirait que c'est en 3D, en fait. Il y a un truc bizarre de suresthétisation, tu sais, dans les couloirs, là. Et j'ai un peu peur de ce côté... le film mainstream dehors, un peu comme qu'on a vu les cimetières, etc. récemment, où tu as une espèce de code couleur à respecter qui correspond à un produit bien défini. Moi, j'ai relu récemment d'ailleurs le livre, et ce que je pense qui va être pas mal peut-être dans ce film-là, c'est qu'il y a un gros côté fantastique à la base dans le livre qui est très peu exploité dans le film. C'est vrai. Parce que Kubrick a eu l'intelligence de connaître ses limites et de savoir que c'était pas possible. Des scènes qui n'auraient certainement rien donné, ça aurait trop fait carton-pâte, tu vois. Et là, certainement dans ce film-là, on va voir cette trame d'histoire-là avec peut-être beaucoup de fantastique, quoi. Ouais, avec la technologie. Voilà. Mais d'ailleurs, la bande-annonce m'a fait me rappeler que ce qu'il appelle le Shining, et ça ressort dans plein d'autres de ses livres, en fait. Ouais. Il me semble que même dans genre Dreamcatcher ou des trucs comme ça, il y avait cette espèce de pouvoir. Non, je vous souvenez pas. Mais effectivement, ouais, je pense que ça peut être un de ces films où la technologie d'aujourd'hui permet d'exprimer le côté fantastique, ce qui pouvait pas être fait. Après, voilà, tu vois, c'est comme dans, par exemple, Les Dents de la Mer, le côté que la technologie avait failli à Steven Spielberg, et que du coup on ne montre pas le requin pendant très longtemps dans le film, c'est juste parce que la machine ne fonctionnait plus lors du tournage, et que du coup tu te rends compte que le fait de suggérer ou le fait de ne pas savoir dans le Shining, c'est quelque chose d'énorme. Et effectivement là, le premier film, c'était une question de moyens, parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est beaucoup plus psychologique, ou que ça se passe dans sa tête, ou alors que là il y a vraiment un truc très très surnaturel, donc qui est plus proche du bouquin que du premier film. C'est vrai. C'est vrai que c'est toujours pas mal, spécialement pour les films où tu sais pas, si c'est de la folie, de l'onirique, un truc comme ça, de pas trop changer l'esthétique entre les deux. Tu vois, c'est tout le truc de Inception. Tu vois, si le mec il avait mis un filtre à chaque fois qu'il était dans un rêve, ça aurait pas été bien, quoi. Tu vois, mais c'est ça qui était pas mal dans Shining aussi. Bon, voilà, on verra. Right. En tout cas, un poil plus enjoué que pour Queens, tu vois. Ce sera la release Halloween qui sera couplée, puisqu'on a aussi Zombieland 2 qui sort le mercredi prochain pour Halloween, donc ce sera à mon avis un bon petit double feature à faire pour Halloween certainement. Petit segue vers un petit buzz que j'ai vu qui m'a bien fait rire. Je sais pas si vous avez suivi, mais Martin Scorsese, donc dans l'ambiance du moment où il est en train de faire la promo de The Irishman, là qu'on va bientôt pouvoir voir, a fait une sortie en disant que Marvel était en train de péter le cinéma moderne, et que Marvel n'était pas du cinéma. Du coup, depuis
puis d'autres acteurs. Jennifer Aniston est venue mettre son petit grain de sel en rajoutant que oui, effectivement, Marvel allait détruire le cinéma tel qu'on le connaît parce que c'était pas vraiment du cinéma. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt team Aniston ou team Iron Man? Est-ce que est-ce que pour vous Marvel c'est du cinéma ou pas? Est-ce que vous pensez que cette sortie est vraiment justifiée ou voilà, qu'en pensez-vous? Alors en tant que folle amoureuse de Robert Downey Jr., je serais team Iron Man. Nécessairement. Mais alors, si c'est pas du cinéma, c'est quoi? C'est un parc d'attractions, du coup? Ouais. Lui, il décrit Scorsese, il me semble, parce qu'il me semble qu'il a refait une autre interview pour préciser ce qu'il disait. C'est en gros le cinéma dont le seul but est le divertissement pur, en fait. Ah bah, Voilà, c'est ça qu'il voulait dire quand il disait Marvel. Bon, après je suis d'accord sur ce point, oui, c'est du gros divertissement. T'y Ouais. vas en te disant, mais comme quand tu vas faire le train de la mine, ou enfin, en disant, Ouais. je vais vivre une expérience juste pour m'amuser, je vais pas réfléchir plus que ça, je vais pleurer, avec les derniers, c'était ça, être à fond et tout, mais sans qu'il y ait aucune conséquence sur ma psyché, ou Oui, ça me c'est fait clair. pas réfléchir au monde, ça c'est sûr. C'est clair, c'est pas en voyant Avengers Infinity War où tu vas te dire ouais mais je pense que je vis ma vie de la mauvaise façon. Et micro-message, quoi. Il y a besoin d'un peu tout de toute façon dans n'importe quel art, Ouais. donc moi qui est du divertissement pur à côté d'autres films plus intéressants justement avec un message ou quelque chose, enfin un message, ou en tout cas juste un discours plutôt qu'un message Oui. de l'auteur, je pense que ça se complète aussi. Après, ce que j'ai souvent dit d'ailleurs dans les épisodes de fin de séance, allez les écouter sur les films Marvel, c'est que moi je trouve les films Marvel beaucoup plus télévisuels que effectivement un film normal, quoi. Voire même d'ailleurs que les films DC, où je trouve que c'est plus du cinéma, et que les films Marvel, il y a ce côté, même dans la narration, c'est plus fait comme une série en fait. Donc je suis déjà peut-être un peu d'accord, ne serait-ce que voilà, dans cette forme-là, par ce que dit Scorsese. Et après on est obligé de sentir un peu le gars un poil aigri aussi, mais en fait, bon. Qu'on lui ait pas proposé de jouer Doctor Strange, tu sais. Non, mais le fait que après je le comprends, le fait que ça monopolise énormément de spectateurs, c'est-à-dire que vraiment il y a des millions de gens qui vont voir que ces films, et peut-être le mec se dit ah ouais, mais du coup il y a plus assez de gens pour voir mes films ou les autres films. Oui. Après, je sais pas, moi, de toute façon, je pense vraiment que le cinéma nourrit le cinéma. Donc, en vrai, ne serait-ce que si une séance de Avengers c'est complet et que quelqu'un va voir un autre film, parce qu'il s'est déjà déplacé au cinéma, et ben, tu vois, c'est déjà ça. Est-ce que Scorsese, il s'est pas un petit peu trop exposé sur le risque que le CEO de Disney lui dise ah ouais, bah ok, bah, ce que je te propose, c'est de venir réaliser le prochain Marvel. Tu nous montres ce que c'est. Et faisant du cinéma, quoi, tu vois, est-ce qu'il va pas être un peu coincé? Est-ce que c'était pas ça? Est-ce qu'il a pas en fait envie de réaliser un film de super-héros pour compléter sa filmographie? Ça serait beau, ça. Bon, après, bon, là, je jump un peu dans cet épisode-là, mais clairement, genre, le Joker, c'est un film de Martin Scorsese dans un monde de super-héros. Donc moi, c'est vrai que... Mais après, Marvel, Disney... Mais après, je pense que ce qu'il a voulu dire, en fait, pour revenir, parce qu'il y a un truc qui est, à mon avis, intéressant quand on se place du point de vue culturel nord-américain, c'est que même si, oui, c'est vrai que maintenant c'est assez globalisé, mais en France, voilà, les films Marvel ont du succès, mais aux États-Unis, pour écouter plusieurs podcasts de ciné américain, il est régulièrement dit que l'offre Marvel est déjà de base ultra abondante, et il y a beaucoup de gens dans le public mainstream qui ne vont au ciné que pour voir les films Marvel, en fait. Et du coup, je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu dire aussi, de dire que maintenant Marvel, il trust les sorties cinéma de l'américain moyen, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a peut-être ça aussi à prendre en compte. Oui, parce que si tu veux voir que du Marvel, tu peux aller au cinéma beaucoup quand même. Hein. Oui, il y a une grosse... Ça te fait un budget dans l'année déjà. Mais c'est ça, mais parce que des films comme ça, il y en a toujours eu. Enfin, des films qui sont que du divertissement, peut-être un peu moins grandiose, mais... Oui, mais juste pas franchisé. Mais c'est vrai que là, du coup, t'as qu'une seule franchise de ce divertissement. Ouais, c'est intéressant, mais c'est... Après, voilà, c'est comme tout. C'est-à-dire que je comprends l'autre truc de dire, c'est vrai que si je deviens un peu fan de Marvel... Ben, vraiment, littéralement, si j'ai pas ma carte ciné, ça me fait un budget vraiment.
C'est-à-dire que je suis vraiment obligé de compter. Non, peut-être cet autre film, je vais attendre qu'il sorte en VOD et pas le voir au ciné parce que 15 €, quoi, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Moi, encore une fois, je pense que, en fait, le cinéma, normalement, mais c'est ma vision des choses parce que aussi, je suis tombé amoureux du cinéma en voyant des films et tombé amoureux d'autres cinémas en passant par le cinéma de divertissement. Donc, tu vois, je sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, tu vois, un gosse qui voit un film Marvel où il y a une petite référence à un autre film, tu sais, comme justement Robert de Iron Man peut faire des références à des trucs pop culture, bah, tu vois, par accident, il va regarder un autre film et il va tomber dans le cinéma, quoi. Je préfère voir ce côté-là plutôt que de me dire c'est pas bien. C'est pas mal, ça nous fait quand même un petit segue. On va passer de suite au grand débat du jour parce que je sens que ça trépigne là. Tout le monde a envie vraiment de parler de Joker et l'introduction, ce sera cette espèce de polémique, controverse aux États-Unis. On est en train un petit peu de péter des câbles, de devenir ultra paranoïaque. La polémique, en fait, alors c'est vrai qu'à leur décharge, c'était un petit peu. Il y a eu la tuerie en 2012-2013 à la suite d'une projection de Dark Knight Rises, où dans une salle de cinéma, un gars déguisé visiblement plutôt en clown avait tué 12 personnes. Et donc là, voilà, on est dans un état d'urgence où on fouille les sacs, on est dans la peur. Donc là, on est vraiment dans une expérience de cinéma totale. Hein, c'est-à-dire que tu vas voir le film, t'es dans la peur. Donc là, t'es dans la peur extrême. Donc ça doit être quand même une expérience assez singulière. Et depuis, ça s'emballe. Alors du coup, ça s'emballe aussi sur la violence. On est en train d'un peu tout mélanger. Il y a moi j'ai lu pas mal de choses sur des journalistes aussi où ça a tendance à parler de plein de choses. Il y a des théories j'ai des journalistes nord-américains qui parlent qui disent des choses du style: est-ce qu'on avait besoin d'un terroriste blanc? Vous voyez, ils racialisent un peu la question. Donc voilà, la parano est telle qu'on se demande si voilà, il y a peut-être pas que le Joker qui a besoin d'assistance psychologique, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de péter des plombs. J'ai lu aussi dans les Inrocks que y a quelqu'un qui a pris l'angle du super vilain efféminé, donc il y avait quasiment la question gay aussi. Pourquoi ce méchant est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'il soit un peu efféminé, qu'il soit méchant? Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc ce film déclenche les passions. Donc le débat du jour, ça serait est-ce que si, pour les gens qui ont suivi cette polémique, est-ce que la réaction est justifiée? Est-ce que vous pensez que parce que le film peut déclencher des violences chez certaines personnes, on devrait l'interdire, le censurer? Voilà, est-ce que vous pensez que tout ça est justifié, ou est-ce que vous pensez qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Je vous écoute. Une copie double Aude, s'il te plaît. Parce que c'est très drôle parce que quand j'ai été le voir, juste après, on m'a dit oui, on a dit que c'était un film aussi sur les incels aussi, que ça. Alors que bon, je voyais pas vraiment, enfin, en quoi ça montrait une haine des femmes particulière, même si on voit pas beaucoup de meufs quand même. Bon, ça après c'est pas le perso. Mais moi, quand j'ai été le voir, j'ai eu aucune pulsion violente qui m'a pris au corps. Hein, mais... Contrairement à quand j'ai vu Les Bronzés 3. Oui, là, en revanche, effectivement, c'était autre chose. Non, mais en fait, je pense que le film, vraiment, c'est une espèce de lunette pour qui veut voir... parce que tout le monde peut voir un petit peu une réponse à ces problèmes dans le film. Et effectivement, le côté de... ça peut pousser les gens à commettre des actes de violence un peu gratuitement. Alors, c'est vrai que dans le film, il y a quand même eu un côté de la violence est un peu glorifié. Il n'y a pas vraiment de morale dans le film aussi. Donc, en sachant que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que voilà, il y avait aussi l'aspect, est-ce que c'est le propos du film aussi? Parce qu'il y a ce débat de dire, est-ce que le film en lui-même, en tant que propos, est-ce que l'auteur du film est dans un message d'incitation à la violence, d'incitation à... voilà, il y avait cette nuance-là aussi. Ah, là, c'est autre chose. De manière générale, de toute façon, je crois que ça a été prouvé que tout peut augmenter
ta violence interne. Oui. C'est-à-dire, donc, oui, effectivement, un film aussi, mais littéralement un facteur qui te dit pas bonjour aussi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui. bah, forcément, c'est tout ton environnement. Après, il me semble que voilà, ça a été plus ou moins prouvé que tout ce qui était les jeux vidéo rendent violents, les films rendent violents, c'est pas vrai, quoi, tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé Robocop quand j'avais 11 ans, alors que j'avais pas le droit, j'ai tué personne, je suis pas allé à Détroit pour tuer des gens. Et le tout, c'est effectivement d'avoir une grille de lecture, mais voilà, après ça c'est une question d'éducation, et c'est par rapport à toutes les personnes. Là où par contre... Ici, le propos du film, c'est est-ce que... Mais j'ai peur d'en dire trop, en fait, sur le film. Est-ce que tu crois que... Est-ce que toi, tu penses, tu estimes que toute cette agitation, tout cet énervement, ces gens qui s'élèvent pour dire non, ne regardez pas ce film, est-ce que pour toi, c'est justifié tout ça? Ok, moi je vais te dire très simple, je connais des journalistes, il y a des journalistes, ils vont pas voir les films, ok? Ils n'aiment même pas le cinéma. Et... ils ont un papier à rendre pour lundi sur le film qui a eu un Lion d'Or. Donc, si tu veux, et ils doivent trouver un angle qui va bien avec les gens qui veulent une polémique, parce qu'il y a encore une fois, mon regard cynique sur la vie, parce qu'il y a plus de clics quand il y a un truc cynique. Après, je dis pas que toutes les questions qui sont posées ne sont pas à poser, mais de là à boycotter un film parce que quelqu'un a posé la question de quoi les plus grands méchants dans les films sont efféminés ou des trucs comme ça, mais en vrai, c'est une question qui peut être intéressante en fait, à fouiller, tu vois. Mais de là à boycotter le film pour dire ouais, il y a trop de violence, machin, non, c'est faux quoi. Genre... Après t'as des articles enfin, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un corpus à côté d'un film qui t'explique certaines choses, ou notamment et autour de la maladie mentale et autour de la violence, par des gens qui clairement là, quand les articles sont longs, tu sens qu'ils l'ont vu quand même le film. Et moi, j'étais tombée tout à l'heure sur un article sur Slate qui parlait un peu aussi de l'obsession du réalisateur pour la masculinité endommagée et sur la violence un petit peu, parce que dans tous les films qu'il a fait avant, t'as toujours un petit peu ce côté d'homme qui essaie de se prouver homme via la violence, via la misogynie. Alors soit c'est des comédies, soit pas. Et c'était assez intéressant de voir que là il prenait le pri d'en parler d'une manière très noire, enfin pas comique du tout. Mais effectivement, d'une manière à montrer la violence, mais sans forcément y mettre de morale derrière aussi, parce qu'il y a un côté très gratuit. Hein. Ouais. Enfin, un peu, alors on comprend le personnage, on comprend d'où il vient, on comprend la construction, et là c'est assez génial, mais il y a vraiment le côté jouissif de la violence. C'est là où je te rejoins, et je trouve ça d'autant plus intelligent et intéressant, c'est quand c'est à chaque spectateur d'apposer sa vision, en vrai. Et moi j'aime bien. Pour moi c'est ça l'art de manière générale. C'est tu vois un tableau et chacun y voit son truc, et comme tu dis, c'est genre ses problèmes actuels quoi, tu vois, et ce à quoi tu réfléchis en ce moment, tu dis putain ouais, j'aime bien qu'il ait mis ça parce que ça parle de ça, voilà. Ça, et quelqu'un qui a un biais à la base et qui a déjà un petit peu cette envie de se venger de quelque chose va y voir une autorisation, mais ça va pas arriver de nulle part en tout cas. Et puis, est-ce qu'on peut pas essayer de tous respirer un coup et se dire, c'est un petit peu la preuve aussi qu'on vit dans une époque de fragilité psychique extrême où franchement, les gars, ceci est une fiction, ça n'existe pas en fait. Voilà, il faut aussi reposer le truc de dire ceci est un objet, on est dans la fiction. Et là, on est en train de se dire, et donc là, il y a une prise, une espèce de porosité au réel qui est super grave en fait. Où il y a des gens qui disent, le problème c'est qu'il y a le psycho de base, il va penser que le film est en train de lui parler, il va se dire ok, KO, il faut y aller quoi. Oui, donc, mais là on est dans Son of Sam quoi, le chien m'a parlé. Voilà, ça pose la question aussi du rapport de l'art au réel en fait. Est-ce que l'art a le pouvoir de changer le monde réel, tu vois? Alors ça, quoi. Moi je pense que oui, je pense que montrer des choses a le pouvoir de changer les gens, même si tu sais que c'est de la fiction. Si on te montre beaucoup d'un type d'image, ça va forcément t'influencer.
si tu regardes pendant un mois que des films d'horreur, ça va pas très très bien aller dans ta... Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas assez d'habitude, forcément, un type d'image peut te... Mais après, je pense que c'est vrai que ce que tu disais, Jean-Yves, c'est assez important, c'est le côté, genre, il faut savoir que derrière un film, et derrière chaque œuvre, il y a 200 personnes qui ont travaillé, que ça a été crafté, quoi. Donc, on se dise pas, tiens, ça sort de nulle part, c'est divin, c'est Dieu qui me l'a donné et qui me parle et qui me dit, non. Derrière, il y a d'autres personnes, donc c'est comme si quelqu'un dans la rue venait et te disait... tiens, prends cette arme, va faire ça, bah tu lui dis non, ta gueule. Par exemple, ce film, le Joker, moi je trouve que c'est un magnifique film sur l'empathie, par exemple, tu vois, je pourrais vraiment, et moi vraiment sincèrement, c'est comme ça que je le vois et je pars totalement dans l'autre sens, parce que je vais dire, moi la violence dans ce film, j'en ai plus vu dans n'importe quel épisode de Breaking Bad, quoi, tu vois, donc voilà, tout dépend de l'interprétation. Oui, pour moi c'était un film sur le stand-up. Aussi. Et ça... aussi. Et comment on peut devenir fou si on prend trop de bides. Il y a des grosses rostas qui... Parce que voilà, il y a, évidemment, on avait parlé de ça il y a longtemps, peut-être beaucoup d'années, quand il y a Tueur né de Oliver Stone qui était sorti, on avait ressorti le même truc de dire est-ce que c'est pas un appel à tuer des gens et alors la réponse de Oliver Stone à la polémique Joker et voilà, et sans appel, il dit lui de toute façon l'avenir c'est le meurtre. Donc donc ok, on connaît la position d'Oliver Stone sur ce le gars, en fait, je projette mon prochain film, je sais pas où, il arrive à tuer quelqu'un direct, en fait, il a pété un câble. Voilà, donc ça c'était le pré-truc. Et je me rappelle, il y avait aussi Tarantino a souvent été emmerdé avec ça, tu sais, pour le gars qui passe 10 minutes à couper une oreille dans Reservoir Dogs, etc. L'hyper-esthétisation de la violence. Et on lui avait posé cette question, on lui avait dit, mais est-ce que vous avez pas peur que, voilà, il y a des gens, ils voient ce film et puis ils se disent, c'est plutôt cool de mettre un peu une bonne musique et d'aller couper des membres de... Voilà. Et lui, il avait dit, si il y a des gens qui font ça, ben... Le problème vient pas de mon film, mais le problème vient plutôt des gens qui font ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas aussi tout mélanger dans le sens où, voilà, c'est malheureux de... Enfin, c'est malheureux, mais aussi ça encourage, en fait, à aborder un objet artistique avec des... Voilà, il y a un mode d'emploi, en fait, finalement. Quand tu regardes ça, et puis il faut apprendre à l'utiliser, en fait, quoi, d'une certaine manière. Mais de toute façon, moi, je pense que les dangers, vraiment, du cinéma dans la société ou dans le psyché de quelqu'un, il passe plus par le discours que par une scène, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui dit « Ouais, non, mais cette scène, elle est violente, vous pensez pas que blablabla », ta gueule. En fait, non. Par contre, genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois? Ça, c'est autre chose. Parce que en vrai, c'est ça le pire, en fait. Mettre un petit bonbon autour d'un discours qui, en fait, va te faire penser ou te faire continuer à ancrer des trucs de racisme, par exemple, ou de misogynie, tu vois, ou de choses comme ça. Ça, je pense que c'est plus insidieux et c'est un vrai danger. Moi, à aucun moment, mec, ma salle du Joker au MK2 où j'étais, il y avait que des geeks, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était genre, tu disais qui veut faire un podcast avec moi, il y a tout le monde qui levait la main, tu vois. C'est pas du tout des gens qui vont être violents envers quiconque, mais donc voilà, bref. Ouais, oui, non, parce que ça peut avoir un biais de confirmation pour des gens qui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, des gens qui viennent déjà avec leurs petits clichés racistes, se disent, oh yeah, c'est drôle en plus, c'est complètement autorisé, et quelqu'un qui va voir le Joker en se disant, j'ai déjà envie de buter plein de gens. Donc franchement... Mais j'ose pas, et là il se dit, oh, ça a l'air cool quand même. J'ose pas. C'est trop bien. J'ose pas, je risque de déranger. Mais c'est comme ça pour plein de films. Il y a une question sous-jacente aussi qui est intéressante, c'est dans tout ça, il y a quelqu'un qui râle beaucoup en ce moment, c'est un certain Jared Leto que tout le monde a oublié en fait. Puisque voilà, quand Jared Leto a fait son Joker, ça n'a pas, les gens ne se sont pas inquiétés qu'il y ait des problèmes. Alors la question que je pose, c'est est-ce que les psychopathes sont sensibles à la qualité aussi? Oui, c'est ça. Parce que voilà, pour là, le gars est carrément passé aux oubliettes, quoi. Donc ça veut dire qu'on a eu le truc de Heath Ledger, tu vois, et on a sauté directement à Joaquin Phoenix. Ah ben Jared Leto en mode j'écoute Avril Lavigne jour et nuit en Joker, moi m'a pas donné envie de tuer des gens par exemple. Mais Jared Leto, est-ce qu'il est pas devenu un vrai
Joker en mode il a une secte maintenant, c'est ce que j'ai compris, non? Il est sur une île. Ah mais vous savez pas ça? Sur une île. Genre ouais, maintenant il va sur une île où genre tout le monde paye $5,000 ou quoi, tout le monde s'habille en blanc et c'est les gros fans de 30 Seconds to Mars, son groupe et de lui-même quoi. Jared Leto en scrod, il est en train de devenir le maître d'une nation. Ah mais extraordinaire. Et Loki, tout le monde n'est pas forcément au courant qu'il a un énorme pénis aussi. Et ça, c'est important à préciser. Aude, elle a des infos ultra spécifiques sur les Jokers. Mais c'est vrai que son Joker est passé, oui. Enfin, en même temps, son Joker était ridicule. Ben, en fait, je crois qu'en plus, il avait tourné genre vraiment facilement 30 minutes pour le Suicide Squad et qu'au final, il apparaît que 30 secondes. Enfin, je sais pas, 1 minute, quoi. Mais moi, je détestais pas, d'ailleurs, entre parenthèses, l'esthétique de ce Joker-là. Et Jared Leto, bon, c'est un très bon acteur, quoi. Enfin, moi, il a très bien joué dans d'autres films. Donc en vrai, c'est vrai que ça aurait pu faire un bon film Joker à part, mais bon, là, clairement, c'était pas le game, c'était vraiment essayer de se sortir justement de la franchise moisie qu'il y avait avec ces derniers films qui étaient plus que discutables de DC, et aussi d'aller dans une autre période. Donc là, clairement, on pouvait pas prendre un Jared Leto à 8 ans, quoi, pour faire ce film. Donc, voilà. Oui. Alright. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter puisque je pense qu'on peut carrément plonger direct dans le film, parce que mais là, le côté Areski, il trépide, il a envie d'y aller, je le vois. Est-ce qu'on y va pour mais moi, je suis sur le cul du côté féminité du Joker et qui est accusé d'avoir l'air trop féminin. Enfin, je vois ça. Ouais, mais c'était un truc intéressant, c'était la façon de dire que les plus grands méchants n'étaient pas n'avait pas cette vision classique de la masculinité, parce qu'en gros on réservait ça plutôt pour les héros, tu vois, et que du coup tout ce qui était méchant c'était forcément un truc à tendance féminin et gay, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il a souffert? Parce qu'il est c'est pas une brute épaisse. Pour lui, mais aussi en général dans le cinéma à Hollywood. Ouais. Et c'était intéressant de voir qu'effectivement on réserve la masculinité et donc le côté bon à James Bond, et le méchant il est toujours un petit peu maniéré, un petit peu, tu vois, ou des choses comme ça. Et c'est intéressant de se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dessous sur comment t'écris les personnages et pourquoi les méchants sont pas avec il y a un côté peut-être homophobe et misogyne d'écrire les d'écrire ça. Et puis est-ce que les journalistes ont réellement vu le film? Parce que moi quand je vois le film, vu la relation qu'il a avec sa voisine, enfin ça annule totalement la théorie gay. Enfin je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Donc le mec est amoureux de sa voisine. Donc pourquoi partir dans un angle? Non, mais après c'est dans son comportement. Bon après, de toute façon, comme proche de sa mère. La façon de se tenir, de s'asseoir. Ouais. Mais après en vrai, c'est juste que, alors là, attention, minute sociologie, c'est juste que en fait, quand t'as quelqu'un de brimé, donc il n'y a pas un ascendant, et comme les femmes ont été brimées pendant longtemps, en fait c'est juste un comportement d'opprimé, c'est pas un comportement féminin en fait. Donc voilà, en fait je viens de hacker l'article, c'est fini. Oui, peut-être qu'il y a le côté effectivement, vu qu'il est un peu brisé et qu'il va pas avoir en règle générale aucun des comportements qu'on attend d'un homme entre guillemets normal, et donc peut-être un peu plus sensuel par moment pour certains méchants. Ouais. C'est quand même cherché, parce que il a aucune, enfin pour moi il a aucune sexualité dans le film, hein, même s'il aime sa voisine, enfin c'est pas vraiment ouais, bon on va en parler de toute façon. Bon attends, se passe le Joker déjà. Bon, est-ce vas-y balance-nous le plot synopsis et puis on y va sur déjà le titre c'est Joker, c'est pas le Joker, c'est Joker. OK, Joker. Sorti le 9 octobre 2019 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz entre autres, drame américain. Le film qui relate une histoire originale inédite sur grand écran se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Petite bande-annonce. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires.
notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, il n'y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Joker? Allez, Aude, à toi l'honneur. Eh ben alors, moi j'ai bien aimé. Hein. Première réaction, j'ai bien aimé jusqu'à ce qu'on me dise « Ah, mais attention, c'est ultra misogyne !» et machin. Alors, je me dis « Ah mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues dedans. » Non, j'ai bien aimé le côté parler enfin de la psyché du personnage. Pendant longtemps, je m'expliquais pas vraiment qu'est-ce qu'il avait foutu dans cet asile psychiatrique. Et donc là, je me dis, il y a une vraie explication psychiatrique à ces problèmes. Que ça le rend, effectivement, qu'on a de l'empathie pour lui et que ça le rend moins monstrueux. Et donc, quelque part, il fait clairement moins peur. Même s'il fait quand même très peur. Et ouais, non, je sais pas, c'était intéressant le fait de pas nommer ses maladies, qu'il arrive comme ça. Donc c'est quelque part pas de sa faute. Ouais, c'est vrai qu'on arrive un peu en plein milieu de quelqu'un qui, on le comprend, est traité depuis longtemps ou des choses comme ça. C'est voilà. littéralement la première scène là pour le coup. Et qui fait quelque chose en plus, tu vois. Donc, qui fait quelque chose pour se traiter, mais qui est complètement cassé par la société. Et tout le côté stand-up aussi, j'ai kiffé. Ouais, parce que forcément, ça m'a rappelé mes pires bides. Ouais, j'ai vu le film avec 2 potes stand-uppers et effectivement, il y a une lecture, alors qui va pas être différente ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui te rapporte un petit truc en plus. Oui, voilà. Parce qu'il y a aussi pas mal de stand-uppers qui jouent dans ce film, de stand-uppers américains qui sont assez connus et à qui on a donné quelques seconds rôles comme ça, donc c'est assez drôle. Jean-Yves, Alors, mon avis global du film, donc il est extrêmement positif, parce que moi j'ai carrément, je peux le dire, j'ai pris une claque et ça m'a fait du bien. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était pour un autre film avec le Joker, donc c'est un peu inquiétant pour moi, parce que moi, c'était pour Heath Ledger avec Dark Knight. J'ai vraiment ce même feeling de ce personnage qui est ultra fort et fait vraiment mal. Pour moi, la performance de Joaquin Phoenix, elle est d'une maîtrise mais exceptionnelle, c'est-à-dire que le gars est dans une telle maîtrise de soi que je me demande, on a vraiment le sentiment, on se demande s'il n'est pas vraiment dans la folie, on se demande s'il n'y a pas son psychiatre prêt à intervenir à tout moment pour qu'il bascule pas, tu vois, ça en est à ce point-là. J'adore la façon avec laquelle le film va chercher la noirceur de tous ces personnages dans les bas-fonds de New York à base de le leitmotiv Batman à base de nuit permanente, de rats géants, de super cats, enfin ça c'était vraiment très cool. Comme tu disais, j'aime bien le parti pris du film et du coup c'est ce qu'on avait eu dans le dernier épisode sur le débat de est-ce que les prequels, les reboots c'est bien, et là pour le coup c'est vrai que d'exploiter la genèse du personnage c'est quand même assez intéressant, il me semble, et c'est à mon avis pourquoi ce film a autant dérangé, c'est qu'on n'a jamais été dans un réalisme aussi fort en fait par rapport au personnage, puisque tu sais avant, tu sais, le Joker de Jack Nicholson, tu sais, il y a un côté un peu féerique, un peu distant, cartoon dès le début, oui, voilà. Ultra coloré. Et là, vraiment, on est quasiment tu peux quasiment t'identifier au personnage. Voilà, il est dans une telle tristesse et tellement réaliste, quoi, qu'il y a vraiment moyen de plus s'identifier. C'est à mon avis pour ça que le film a autant déchaîné les passions, quoi, il me semble. J'adore la dynamique, donc ça, j'en parlerai plus sur spoiler, mais les dynamiques changeantes que prend ce film. J'adore le côté comme ce que vous disiez, avec le côté le fil rouge du stand-up, avec des passages d'une gênance extrême en fait. Genre, il y a quelques scènes dans le monde du stand-up qui sont vraiment très très dures, je trouve, à vivre, et certes, j'imagine pour vous elles ont été d'autant plus. Nous, ça nous rappelle tous les soirs, il y a quelqu'un qui se met au stand-up, on est là, c'est le nouveau qui va passer là. J'ai adoré aussi les contrastes forts du film avec ce truc et c'est un truc que j'en ai discuté récemment et on m'a rappelé un truc trop bien, c'est d'ailleurs ce truc de l'art avec, tu sais, par exemple, il y a un truc que j'aime bien dans ce film, c'est le contraste permanent avec le côté sombre, le noir, avec par exemple cette petite lucarne avec le talk show de Niro très bien polissé, etc.
Et il y a un truc qui est génial, c'est Oscar Wilde qui disait ça. Il disait, avant les tableaux de Turner, j'avais pas remarqué le brouillard à Londres, tu vois. Et en fait, il y a un peu de ça dans ce film, c'est-à-dire que ce film, il a une capacité à te montrer des choses à sa manière qui sont vraiment flagrantes, quoi. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très fort. Donc voilà. Et puis après, peut-être dans le petit truc que j'aurais à redire, c'est le côté par rapport au propos du film qui est très fort, par rapport au capitalisme, par rapport aux puissants, par rapport aux faibles, etc. Où il y a peut-être une ironie dans le sens où au moment où on est en train de parler, le film est sans doute en train de passer la barre des 600 millions de dollars de recettes. et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Jean-Yves, il aurait voulu que ce soit un four commercial pour être vraiment parfaitement en ligne avec le truc. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Todd Phillips dise, bah voilà, moi je vais lâcher la moitié de mon cachet pour ouvrir un centre d'accueil psychologique. Tu vois, moi j'aurais... Ah ouais, là, ça aurait été ouf, quoi. Et là, quand on discutera du propos du film, voilà, peut-être est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là de est-ce que, parce qu'il y a des gens qui ont dit ça aussi, il y a des gens qui ont dit est-ce que c'est pas un film faussement cynique en fait, le cynisme sur le cynisme, tu vois. C'est-à-dire que si c'est le propos du film de dénoncer ça, tu vas jusqu'au bout du truc, quoi, tu vois, et t'es pas en mode machine à pognon infernale, voilà. Donc c'est peut-être le seul truc que j'ai à redire sur le film. Après, sinon, voilà, son succès, quoi. C'est une grosse claque, c'est beaucoup d'émotions, et puis encore une fois, Joaquin Phoenix, il m'a éclaté la gueule, quoi. Franchement, c'est exceptionnel. Moi, je vais vous dire, je l'ai trouvé magistral, vraiment. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas mon film préféré, vraiment? Après l'avoir vu, c'est un film que j'attendais, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'attendais le Joker, non, c'est parce que j'attendais un film qui parle de tout ce qui est dit dans ce film, c'est-à-dire de mes frustrations vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'individu et du manque d'empathie des gens, mais aussi de comment intégrer les gens qui justement ne se sentent pas intégrés, quoi, tu vois. Donc pour moi, il y avait tout ça, et avec également le propos anticapitaliste. Je vous le dis, c'est le seul film de gauche qui existe à Hollywood. C'est le seul vrai film politique que j'ai vu depuis longtemps, hormis si on va dans des trucs de français, voilà, de documentaires. Donc tu penses que lui, il aurait fait une Verhoeven, quoi. Il aurait fait un Starship Trooper, quoi, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, je considère même pas que c'est un Starship Trooper. Il y a zéro. Enfin, je vois pas de super vilain en fait dans ce film. Je vois l'histoire de quelqu'un. Et qu'il se passe des choses graves, il prend un tournant qui est pas forcément le meilleur, mais je vois pas un méchant en fait dans ce film. Non. Voilà, on va pas spoiler, on rentrera après dans les détails de pourquoi. Et c'est pour ça aussi que c'est ultra intéressant. Les vilains, c'est eux, il y a que eux qui ont un truc narratif intéressant à avoir en fait. Pourquoi ces gens-là veulent changer le monde? Parce qu'en fait, il y a que les vilains qui veulent changer le monde. Les super-héros, ils veulent le status quo. Tout ce qu'ils font, c'est défendre un monde qui est merdique. Donc, en fait, il y a que les méchants qui arrivent, qui disent non, mais les gars, il faut tout changer ou un truc comme ça. Donc là, au moins, on a la genèse de ça. Alors, pour entrer dans le film, vraiment, je suis comme toi, Joaquin Phoenix. En fait, il y a eu moins de buzz, j'ai l'impression, que pour Heath Ledger, et tu sais, c'était son espèce de préparation au rôle ou des trucs comme ça. J'ai l'impression d'en avoir moins lu ou moins entendu sur ça, mais moi je le trouve meilleur que Heath Ledger. Si ce mec a pas l'Oscar, ce qui ferait quand même un truc très bizarre, c'est d'avoir 2 Oscars pour le même personnage du Joker. mais je comprends, mais il va falloir me montrer qui a l'Oscar alors, hein, parce que franchement c'est vraiment très difficile. Il a dans son visage son rire qui est, tu sais, plein de douleur aussi. Oui. Ça m'a touché énormément. Je veux dire, alors je sais pas si j'étais ultra sensible le jour où je suis allé au cinéma voir ce film, mais pendant la première heure, toutes les 7 minutes, j'avais les larmes aux yeux parce qu'il y avait un truc qui se passait, qui était soit de l'empathie pour le personnage, soit voilà, des choses où j'étais vraiment dedans. La musique est excellente. D'ailleurs, petit big up à la meuf... qui est une violoncelliste qui s'appelle Hildur Guðnadóttir, exactement, qui fait la BO de Tchernobyl. La soundtrack aussi est excellente, avec des trucs de Frank Sinatra, des choses comme ça, qui ont... Toutes les chansons ont un thème sur le rire, le sourire, ou les choses comme ça. C'est très très bien trouvé. Est-ce que tu penses que depuis cette performance, est-ce qu'il y a des gens
qui ont démissionné de vouloir être acteurs. Qui ont vu ça. Attends. Et qui ont dit non mais en fait c'est non, mais franchement, I'm out, tu vois. j'imagine, parce que parfois en stand-up, tu sais, tu travailles sur un set et tout, voilà, t'as fait à peu près rire un soir et que tu rentres, tu regardes un truc de Bill Burr ou un truc comme ça, tu fais ah ouais mais c'est bon, j'arrête, t'éteins la télé, t'éteins le truc, tu dis bon. Mais à ce moment-là, tu regardes un épisode de Super Kid de Joaquin Phoenix quand il était gamin et tu te rends compte à quel point c'était nul à chier, Oui, et qu'il qu'il savait savait pas jouer. jouer. Et là, tu te dis, il y a toujours une marge de progression dans la vie. Putain, Aude, il faut toujours avoir une Aude sur soi pour te remonter le moral et te dire Ah ouais, je suis là mais pour, non. oui, voilà. Ouais, je suis amour, aimez-vous. Il était nul comme tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ce fil rouge du stand-up, je le trouve vraiment très judicieux parce que pour moi, ce film, c'est aussi un film sur trouver sa voix dans le sens trouver sa plateforme d'expression en fait, tu sais, parce qu'il y a vraiment ce truc de... On sent qu'il y a tout un moment dans le film où il cherche comment ça peut sortir, quoi. Non, mais il y a vraiment c'est un exutoire en fait pour non lui, mais je te quoi. jure, mais moi ça m'a tellement parlé que je me dis en fait, alors pour pas trop en spoiler, mais en fait en vrai c'est ça que je crois qu'il a raison, c'est que pour moi en tout cas ma plateforme d'expression ce serait de la politique comme il en fait lui. Mais non mais vraiment c'est un film excellent et la mise en scène est ultra maîtrisée. Ça aussi, je m'attendais pas à ce que ce soit le mec de The Hangover qui fasse un truc tellement intelligent et tellement joli aussi. Le film est très beau, mais aussi. Et mais c'est marrant que tu parles de Hangover parce que je l'écoutais je sais plus qui, mais c'était chez Rogan, je crois, quelqu'un justement qui parlait de Todd Phillips et qui disait que finalement Hangover, ce que les gens ont un peu raté, c'est que c'est une comédie. Mais c'est super beau en fait, tu sais, la photo et tout. C'est un gars qui a la capacité vraiment à prendre un truc et à amener un facteur beauté assez ahurissant en plus, quoi. Ouais, mais ça aussi, tu vois, c'est un peu la diff pour reprendre le truc télévisuel ou cinéma. Et je trouve qu'il y a toujours un jeu des profondeurs, un truc ultra bien maîtrisé dans ce film. Et un peu aussi peut-être dans The Hangover où versus, tu sais, toutes les comédies, en général, tout est aplati. Tout est toujours au premier plan, faut que ce soit bien éclairé, il faut qu'il y ait des trucs. Alors que dans The Hangover, effectivement, il y avait plus le côté, c'est un film normal, il se trouve qu'il est juste très drôle. Enfin, un film normal, un film de cinéma, mais il se trouve qu'il est juste très drôle. Et c'est pareil là, dans ce film, il y a une intrication entre tragédie et comédie, mais qui est vraiment tellement bien pensée, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une utilisation des décors et des choses pour faire passer une espèce de bouffonnerie qui serait ultra drôle dans un film, mais qui, dans ce film-là, tu souris et tu t'en veux de sourire et... Tu fais sans doute référence à une scène avec une personne de petite taille à un moment dans un appartement. aussi. Et je pensais même pas à cette scène-là, mais il y a ça. Enfin, je sais pas si c'est du spoil, une scène où il regarde du stand-up en fait. Moi j'ai l'impression dans cette scène qu'il veut mettre un miroir sur la salle de cinéma. Où en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des rires à des moments différents dans la salle. Parce qu'en fait, il y a des rires nerveux. Et du coup, ça dépend du breaking point de chacun. À quel moment ça va rire. Et effectivement, il y a des rires en décalé dans cette scène-là où lui rit en décalé par rapport aux autres. Bon, ce qui est un peu normal aussi chez les stand-uppers, parce qu'en général, tous les stand-uppers qui regardent du stand-up, on rit un peu en décalé par rapport au public, tu sais. Oui, mais pas lui. Hein. Oui. Lui, c'est pas parce qu'il sait ce que l'autre va dire. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est autre chose, mais voilà. Et donc, je trouvais qu'il y avait vraiment une réflexion à laquelle tu m'aurais dit Todd Phillips, non en fait j'aurais dit non. Donc comme quoi est-ce que pour vous ça serait pas l'argument coup de poing, l'argument terminal pour dire la psychothérapie doit être remboursée par la sécurité sociale? mais totalement. Oui. Ah mais totalement. Ça parle parce que très moi, bien des abandonnés. Hein. L'angle, je trouvais que l'angle, c'est-à-dire toutes les scènes où il est chez sa psy, j'ai trouvé ça vraiment génial, et il y a le propos par rapport à ça est génial, enfin vraiment très très intelligent, quoi. Il y a j'ai trouvé ça vraiment génial. Oui, mais c'est vrai que c'est un grand truc enfin il faut continuer à rembourser et traiter les malades, parce qu'il est, à un moment donné il est traité comme le sont énormément de malades psychiatriques. Donc moi ça m'a pas mal touché ça aussi, cet aspect-là. Et puis en plus t'as ce truc aussi qui j'espère, enfin en France on n'est pas dans, enfin tu me diras avec la gouvernance actuelle peut-être pas, mais non, mais en fait aux États-Unis
il y a vraiment, je pense, c'est vraiment un pays où il y a vraiment ce syndrome du, tu sais, laisser les faibles sur le bord de la route et dégage quoi. Et là, vraiment dans ce film, t'as vraiment cette sensation-là, quoi, d'un gars qui est vraiment une espèce de paria dans un caniveau, et puis t'as le milliardaire en haut de la tour d'ivoire, quoi. T'as vraiment cette impression à ce niveau-là, quoi. Et le placement du film dans le tout début des années 80, ce qui rappelle le moment où New York, c'était le vrai coup de gorge, quoi, tu sais, où tout le monde disait qu'en gros, tu traversais Central Park, tu te faisais racketter 4 fois et tu te prenais 3 coups de poignard par 3 personnes différentes. Ça ne fait que souligner ce truc-là, ce truc de les nantis cloisonnés et le reste un peu, voilà, dans les rues, avec les putes, le crack et tout ça, quoi. Donc ouais, non, je trouve que c'était intelligent pour le coup de mettre ça à une autre période, même si en fait c'est le reflet parfait de toute ère, en fait, parce qu'on y voit le monde d'aujourd'hui aussi dedans. Michael Moore a d'ailleurs dit que c'était le miroir de la société américaine. Alors lui, il a dû se régaler sur toute la question du contrôle des armes à feu, parce que c'est très très présent dans le film. Voilà, enfin, on en parlera dans la partie spoiler, mais l'angle du gun control dans ce film, il est brillant, quoi. Parce que notamment avec certaines scènes du Joker avec son gun, quoi, où tu vois, on te montre bien par A plus B que le problème, il est plus dans le fait qu'il y a quelqu'un qui lui a littéralement jeté un gun dessus, qui part dans la rue. Là, c'est plus là la nature, la source du problème est plus de ce côté-là que, tu vois, d'avoir un psycho pour l'utiliser. Oui, quoi, c'est l'accès. C'est l'accès. Bah, d'ailleurs, c'est le vieux truc aussi, par exemple, sur le suicide, en fait. Tu vois, le côté que, bah voilà, à Toulouse, il y a 0 suicide dans le métro, bah, parce que c'est très simple, c'est fermé. En fait, tu vois. Et en fait, quand t'es on the edge, justement, littéralement, enfin, psychologiquement, bah, quand c'est ouvert, bah, voilà, tu vas faire le pas, et c'est pareil pour un gun. En vrai, moi, ça se trouve, je serais en prison, hein, si les guns étaient autorisés en France. Le gars trop violent. Il y a des gens qui parlent pendant des séances de ciné, et bah, je peux vous dire, ça se serait tué tout de suite après. Je sens trop qu'il y a des flics qui vont prendre tous ces extraits des podcasts à chaque fois que je dis ça pour dire bon bah c'est lui, non? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on passe en discussion spoiler? Bah écoute, non, parce que je trépigne. Il y a tellement de choses qu'on peut pas dire. Donne-nous ta note sur 5 miams, parce que ça se joue en miam. En miam, c'est Burger Quiz en fait. Très bien. En 5. 5, je dirais un 4. C'est peut-être beaucoup, mais... Ouais, 3,5. Allez, 3,5. 3,5, ok. Moi, je vais mettre 4,5 et 4 tranches de bacon et 3 tranches d'oignon pour vraiment venir chatouiller le 5, quoi. Tu vois, on est vraiment à la limite du 5, quoi. Donc 4,75, quoi. Ben moi je mets le 5 miam, je mets le 5 miam avec le 5 saute avec le milkshake en plus, avec le milkshake Oreo, avec tout à mettre, parce que voilà, je vous dis franchement, sécurité sociale, gun control, film anti-riche, on est en train de parler d'un vrai film de gauche, mais qui fait pas qui est pas, voilà, comme on en parlait tout à l'heure dans les bandes annonces, genre Queens, en mode genre, ouais, on va aller contre les riches, on va les surfacturer. Non, moi, je mets un 5 moi, à Queens, en direct. C'est là qu'en fait, c'est trop bien. Mais non, là, on est en train de changer le monde, donc oui, moi, j'ai 5. Vraiment, j'ai envie de le revoir, en fait, vraiment. Immédiatement. Ok, très bien. Donc voilà, un pur carton qu'on vous conseille à tous très vite, même... Je sais que moi j'irai aussi le revoir certainement. Donc on va passer en discussion spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, surtout n'écoutez pas, ne vous gâchez pas ce plaisir. Oui. Jumpez directement à la discussion El Camino. On va regarder le descriptif pour voilà. Et si pour El Camino vous n'avez pas vu Breaking Bad, prenez un mois de vacances et faites quelque chose. Parce que il y a quelque chose à faire. Donc on va passer tout de suite à donc discussion spoiler. Donc voilà, est-ce que donc on va balancer des trucs comme ça. Moi j'ai envie de balancer un truc tout de suite. Ce qui me fait vraiment vibrer dans ce film, c'est que Halo, Thomas Wayne est le méchant dans le film, quoi. C'est-à-dire que la dynamique est complètement inversée. Ouais. On a quelqu'un qui est vraiment arrogant, qui vraiment regarde les pauvres comme des sous-merdes, vraiment. Alors que on était plutôt dans une
dans un personnage qui était plutôt altruiste, philanthrope. Tu sais, à la base, c'est un peu le milliardaire qui veut tout son blé. Totalement. Alors que là, on n'est pas vraiment dans cet esprit-là. Et du coup, moi, je balance le truc sur la table tout de suite parce qu'on est en train de parler d'une suite. On est en train de parler de Robert Pattinson en Batman. Est-ce que la solution, ça serait pas de tenter le coup, un Batman, ou pourquoi pas Batman serait peut-être le méchant. Voilà, peut-être que pourquoi pas. Parce que en fait, moi, je me suis dit que, étant donné que le Joker est quasiment le gentil, en fait, tu vois, ça change à ce point-là. Est-ce qu'on n'essaierait pas de tenter quelque chose avec justement Bruce Wayne qui en fait est un espèce de gosse de riche qui veut un peu sauver les gens, quoi. Gosse tu vois de riche Mais en vrai, Batman de manière générale, sauf dans quelques BD, c'est la droite. C'est un mec répressif. Il cherche pas à comprendre ni pourquoi ni comment. Après, bon, il reste quand même dans le je ne tue pas, mais voilà, mais derrière, il brise quand même des jambes, quoi. Tu vois, tu parles de Thomas Wayne, et en vrai, moi, ça m'a fait un peu de mal, parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé Thomas Wayne, en fait. Dans les BD, dans les films, genre, tu vois, le gars ultra geek, il aime le père qui meurt dans, normalement, la première page. Non, mais parce qu'en vrai, l'histoire de Thomas Wayne, c'est effectivement un gosse de très riche, puisque là c'est une fortune familiale, normalement les Wayne, etc., mais qui choisit d'être médecin, d'être docteur, donc en gros qui vraiment prend pas le truc de non, je vais devenir CEO comme tous mes arrière-grands-parents, enfin, etc. Et en vrai, d'habitude, tu vois, il est toujours mis dans celui qui donne les meilleurs conseils à Bruce quand il est petit, la personne qui te manque vraiment parce que elle est morte. Et du coup, de voir ce mec, au début, je lui donnais le bénéfice du doute en se disant... Et d'ailleurs, en vrai, moi aussi, j'excuse quel comportement de bâtard que Thomas Wayne a. Parce qu'en vrai, moi, le premier geste de violence... Presque moi, en fait, je trouve que c'était pas le fait que le Joker tue les 3 personnes qui littéralement l'attaquaient. Pour moi, ça pouvait être un peu de la légitime défense. Mais quand Thomas Wayne, dans les toilettes, lui donne un coup de poing, ça m'a... Ouais, j'étais un peu choqué parce que je m'y attendais pas. Mais c'est aussi compréhensible parce que c'est un mec qui, la veille, est venu toucher ton fils chez toi. Donc, en fait, si tu veux, c'est compréhensible. Après, c'est quand même un film, en fait, encore une fois, du coup, sur le manque d'empathie, le manque de patience, en fait. Le manque de patience que les gens peuvent avoir avec d'autres personnes. Et tu vois à quel point, en fait, lui, il a rien cherché à smoother ou quoi que ce soit, il lui a dit dégage. Et à aucun moment il s'est mis à la place de quelqu'un qui se dit attends, j'ai peut-être trouvé mon père, etc. Putain, d'ailleurs. Et puis il chie sur la mère aussi. Enfin, il a connu cette femme qui était malade, et c'est juste une folle. Ouais. Entre parenthèses d'ailleurs, enfin, j'ai adoré le fait que on sous-entende qu'ils sont peut-être demi-frères. Alors mais j'étais bien heureuse que ce soit pas le cas quand même. Alors mais c'est pas dit en fait que ce soit pas le cas, parce que après, tu sais, quand il trouve la photo de sa mère qui était quand même ultra jolie en cheerleader, ou quand il y a marqué ton sourire est très joli derrière avec les initiales de Thomas Wayne, tu te dis bah ouais, mais en fait si ça se trouve il a juste menti, enfin ce qui est normal de continuer à mentir, quoi. Oui, c'est pas improbable qu'on décide, parce que c'est très facile de faire passer une nana pour tarée, parce que c'est inconvenient. Exactement. Mais mais bon, qu'il soit... Enfin, je trouvais ça tellement tiré par les cheveux, quoi. Mais après, dans cette histoire, c'est vrai que ça coulait plutôt pas mal, en fait. Et j'avoue que la scène, justement, où il va voir Bruce Wayne en se disant, tiens, c'est mon frère... Ah, c'était fort quand même, c'était fort. Oui, parce qu'il aurait complètement breaké le mystère Joker-Batman. Oui, ils sont frères en fait, c'est tout, quoi. C'est juste qu'il y en a, il a été abandonné, c'est un fils illégitime en fait, tu vois. Ouais. Et ça aurait été un arc super beau à explorer, quoi. Mais moi j'y crois, hein. Moi je demande des tests ADN, hein. Parce que moi je te dis, moi ça me semble normal que, tu sais, le côté un peu Downton Abbey, on essaye de cacher le fils illégitime, on crée des faux papiers, parce que, excuse-moi, une meuf qui sort d'Arkham, on lui donne un fils à adopter. Je suis pas sûr que ce soit très facile à faire. Ouais, mais après j'ai l'impression que ça fait des connexions trop faciles, enfin je sais pas. Entre les deux. Pour faire quelque chose d'un peu extraordinaire, puis en fait ils étaient frères, hein, mon Dieu. Enfin, je sais pas. Mais ça a un côté... Moi, par exemple, Thomas Wayne, je le trouvais un petit peu caricatural, mais après, il est aussi caricatural que Trump, par exemple. Dans sa réponse à la presse, où il se moque des pauvres, avec aucune espèce de nuance dans ce qu'il est en train de raconter. Je trouvais ça un peu too much.
Ouais, et en fait, moi j'ai revu, moi tu sais à qui ça m'a fait penser sans aller jusqu'à Trump, en fait ça m'avait fait penser à ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans le truc de la gare là, tu sais quand il dit qu'il voyait un peu les losers ou je sais pas quoi. Oui. Et là le gars il dit ouais je vois des clowns, donc en vrai, et encore lui il se proposait en maire, mais c'est plus, j'allais dire acceptable en mec du privé qui dit ça, qui veut devenir maire que d'un président de la République. Oui. Ah merde, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que tu crois pas qu'avec ce film, on est là, avec ce qui se passe en France, peut-être qu'on est dans la genèse d'un super vilain gilet jaune. Ouais. C'est trop bien. Non, mais c'est ça, c'est que en fait, c'est là où c'est. Moi, j'y ai beaucoup pensé pendant le film et je me suis dit, il y a un recul parce que tu vois, on est dans le New York des années 80 qui était complètement coupe-gorge, des années Reagan et tout. Et en fait, on pourrait considérer que ce qu'on est en train de vivre en France, c'est un peu ce qu'ils ont commencé à faire dans les années 80 aux États-Unis. Cette manière d'un peu tout péter, de laisser de plus en plus facilement les gens sur le bord de la route, de plus trop les aider. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, quoi, je trouve. En fait, c'est un film aussi ultra démocrate parce que le Joker, pour le coup, il a été choisi par le peuple. Vraiment, littéralement choisi. En fait, à la toute fin, quand il se fait arrêter par les flics, il y a cet accident avec l'ambulance où je me suis dit c'est juste un accident parce que c'est le chaos dans la ville. Et non, en fait. Et c'est là que tu vois que c'est la genèse de son following. Ah oui. Avec les gens qui ont leur masque et tout ça, mais surtout qui l'ont vu à la télé et qui se sont dit non, mais en fait. Et quand ils l'ont tiré hors de la voiture, je me suis dit ah, mais en fait, là, c'est le vrai président du monde, quoi. Enfin, c'est leur vraie mère, si on veut rester juste dans la ville, quoi. Parce que c'est le peuple qui l'a choisi, et vraiment, c'est un truc de révolution la plus pure, c'est-à-dire que non, c'est tous les citoyens qui sortent. Enfin, plus pure, avec quand même des gens qui te suivent, mais qui sont incontrôlables, comme pas permis, alors ils savent pas que c'est lui, mais à un moment donné quand il prend le masque d'un mec dans le métro, genre le mec veut le frapper, genre enfin tu sens à ce moment-là, même s'ils savaient pas que c'était lui qui avait créé tout le truc, tu sens qu'ils peuvent aussi complètement le détruire. Ah mais bien sûr, c'est qu'après c'est ça le truc des mouvements de foule, c'est qu'il y a plus d'intellect non plus. Mais j'imagine que si t'étais à la Bastille au mauvais moment, et même si t'étais pour la République, voilà, tu t'en prenais une quand même dans la gueule, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est ultra. Enfin, d'ailleurs, la scène où il le sort de la voiture, moi je trouvais que c'était ultra puissant et que c'était ultra bien pensé, quoi. Et qu'au final, le mec, quand il commence à danser sur la voiture, tu te dis, mais ça, ouais, j'ai compris comment, du coup, cette personne, chose que je comprenais d'ailleurs jamais, ni dans les BD, ni dans tous les films, comment ce gars-là pouvait avoir des henchmen, tu vois, des bras droits, etc. Parce que je me dis, non, enfin, tu vois, si je suis un gars qui veut juste de la thune, je me dis, non, cette personne, je vois pas pourquoi j'écouterais ses ordres, parce qu'à tout moment, le mec se retourne et me tue. Alors que là, je comprends. Je comprends le ras-le-bol du petit peuple et le fait de se dire, non, on change tout. Mais c'est ça, parce qu'au début du film, je me disais, comment ce mec finit par avoir une armée derrière lui, alors qu'il est tout seul, quoi. Enfin, il est tellement solitaire et abandonné de tous, et il fallait une scène aussi puissante que celle-là, où il est tiré de l'ambulance pour vraiment montrer que, mais il suffit qu'ils fassent un pas de travers et ils peuvent l'exploser aussi. Oui, mais de toute façon, c'est le truc de toute célébrité de toute façon. Mais et là, en fait, ça rejoint aussi le truc que tu disais de trouver sa voix. Il a jamais été lui-même. Et d'ailleurs, il y a une scène géniale, et j'ai envie de mettre un parallèle avec le stand-up. Il y a une scène où il répète les mouvements qu'il faudrait faire quand il passe le rideau du talk show. Et il le fait chez lui avec un rideau de douche. Donc déjà, tu vois, il y a cette espèce de truc aussi entre comédie, pathétique, etc. Et il répète les mouvements d'un acteur très connu où il se repasse la cassette du talk show. Et il répète les mouvements comme ça pour être bien sûr d'avoir une bonne entrée, etc. Et mon esprit de stand-upper était en train de se dire... Parce que je le voyais stressé, en fait. Et mon esprit de stand-upper était en train de se dire, non mais mec, ne copie pas quelqu'un, sois juste toi-même. Parce que quand tu seras toi-même, tu seras plus cool et le public sera plus avec toi, etc., etc. Chose avec laquelle on se débat tous, de toute façon. Plus oui, c'est trouver son clown. Exactement. Trouver son clown. Mais oui, lui là. Mais il l'a un peu quand il fait sa blague de toc-toc après avoir dit à son faux public « Vous voulez une blague ?»« Ah oui, je veux faire. » Et qui sort le flingue, là il a son clown. Exactement. Quand il a le flingue. Et quand il est rentré pour de vrai sur le set du talk show,
il était vraiment lui-même en fait. Oui, voilà. Et il a pas on essayé. sentait que il était libre en fait, tu vois, il a dansé, il était lui, et le public du coup était derrière lui. Ouais. Et c'est pareil en fait dans même le médium du coup, voilà, clairement le stand-up ça marchait pas pour lui, le clown non plus, etc. Et qu'en fait, bah, sa scène, c'est, quand je disais tout à l'heure, bah, c'est la scène politique, enfin politique même sans le vouloir ou quoi, mais c'est là où les gens ont dit non mais exact, on t'applaudit là en fait, parce que c'est là qu'on doit... Enfin bref, non mais t'imagines avoir ce discours-là dans un film de le super-héros, super-vilain, je trouve que on n'a même pas ce discours-là pour des films qui se veulent sérieux, quoi, tu vois, sans avoir une franchise de comics, quoi. N'oublions pas que d'ici, je veux dire, avec Superman et tout ça, il y a quand même une meuf qui s'appelle Squirrel Girl, qui est la femme écureuil, quoi. Donc, si tu veux, c'est quand même marrant. Et ultra fort qu'enfin on puisse avoir aussi, d'ailleurs, ces thèmes-là abordés dans une franchise qui va toucher un max de monde. J'aime bien Moi, il y a une ou deux scènes, parce que j'allais vous demander, est-ce que dans ce film, et il y en a certainement trop en fait, est-ce qu'il y a une ou deux scènes qui vous marquent particulièrement ? Moi, il y en a deux en particulier. Il y a une scène que je trouve bouleversante, c'est la scène où il est dans le comedy club et il rit en décalé par rapport à tout le monde, parce qu'on ne sait pas trop s'il comprend pas ou s'il y a un truc très, très gênant qui se passe à ce moment-là, où tu sais, il rit à contre-courant de tout ce qui se passe. Tu sais, il essaie de... Je trouve cette scène vraiment, vraiment bouleversante. Et il y a une autre scène, c'est plutôt vers le début, c'est quand il rêve ce à quoi pourrait ressembler son passage à la télé, qu'il va faire un hug à Robert De Niro, et qu'il dit « je vis avec ma mère », et tout ça, c'est mais d'une tristesse, quoi. Et là, pour le coup, là, on voyait la palette de Joaquin Phoenix, où là, il est juste dans une espèce de... de vieux mec un peu triste qui est dans un job de clown, qui pareil pour broder le truc capitaliste, imagine que leur bureau est d'une tristesse sans nom, quoi. C'est-à-dire leur bureau de clown où ils se maquillent le matin, là, tu sais, où ils se retrouvent tous plus ou moins entre potes, mais c'est un peu des potes un peu connards quand même, parce qu'ils sont vraiment en train de se mettre des gros tirs, et les gars doivent pointer, quoi. C'est-à-dire que les gars ils sont clowns et ils doivent quand même pointer à quelle heure j'arrive et tout, par souci de rentabilité, j'imagine. Et voilà, et aussi ce truc moi j'aime beaucoup les passages quand il est chez sa psy, avec encore une fois un truc qui nous montre bien la thématique des antidépresseurs, quoi, tu sais, d'une société où on ne cherche pas à essayer de comprendre le problème, on te donne juste des espèces de gros pansements psychologiques que tu te mets, et puis continue ta vie, quoi, et puis ça va aller, quoi. Et tu sais, et finalement voilà, ce truc du Joker, et finalement ce truc de la souffrance que les gens ont à tenir le sourire la journée pour être des gens qui n'ont pas envie d'être, en fait, tu vois. Il y a ce truc aussi de quand il est dans les transports en commun où tu sais il veut jouer avec un enfant, et puis sa mère elle lui dit vas-y, qu'est-ce que tu fais, touche pas à mon enfant, et il y a vraiment ce truc dans le film très fort de la douleur que ça peut être de tenir un rôle dans la vie, en fait, tu vois. Et lui, il l'exprime, et c'est ça qui est fou, c'est que du coup, il l'exprime par le rire. Et c'est que tu peux aussi avoir maintenant une relecture, enfin, même si on te le présente assez vite, quand il rigole, presque il pleure, en fait. Oui. Donc, dès le début, parce que le film commence par un rire de lui quand il est avec la psy, dès le début, tu pourrais revoir, et en fait, tu commences du coup par quelqu'un qui pleure, quoi. Il est en train de pleurer. Moi, je me demandais si... Je savais pas du tout ce qu'il était en train de faire. Hein. Je croyais qu'il pleurait, moi, mais... Oui, c'est vrai qu'au début, tu croyais qu'il pleurait, ouais. On sent qu'il a une analyse quand même bonne, parce que je sais pas si tu te souviens, quand il était justement dans la salle de stand-up, il notait des trucs, mais très... Tu sens une sorte de quelqu'un, ouais, qui a pas les mêmes codes sociaux que les autres, tu vois. Il avait noté, il me semble, j'avais lu, genre les blagues de cul fonctionnent. Quoi d'autre, genre des trucs vrais en plus, tu vois, des trucs genre à base de... Il faut maintenir le regard. Maintenir eye contact et tout ça. Genre, tu vois, il y a ce côté où il est pas con, c'est juste qu'il exprime ces trucs différemment, quoi. Il y a ce moment où il essaie de sortir sa vanne et qu'il part dans un fou rire, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est d'une gênance extrême, quoi. C'est-à-dire que tu sais, enfin, moi j'étais vraiment, je disais, mais... dans l'empathie totale, de dire putain mais vas-y, sors là ta blague, parce que c'est pas, tu vois, c'est tu sens le décès sur scène en live, quoi, du gars qui est en train de mourir parce qu'il n'arrive pas à sortir sa blague. Il y a une blague qui est géniale et qui n'est pas dite, qui est juste lue, qu'on peut pas traduire, mais tu sais, c'est I hope my death makes more sense than my life, avec sense écrit comme des centimes. Génial, quoi, voilà. Ah, oui. Et tu vois, il l'a dit jamais. Et c'est la blague qui est en gras
dans son Oui. truc, donc, et on nous la montre d'ailleurs plusieurs fois, donc on veut que le spectateur la lise. Donc tu vois, encore une fois, c'est un film, ça parle de ça en fait, ça parle du capitalisme et du fait que ce qui compte, c'est l'argent plutôt que justement le bien-être de la personne. Mais même après, tu sais, quand on a un peu les flashbacks qu'il a avec sa mère, quand il lit le dossier psychiatrique de sa mère, et quand il la tue d'ailleurs, entre parenthèses, et qui lui dit « Je n'ai jamais été heureux qu'une seule seconde dans ma vie », et que tu sais, tu comprends qu'il a été plus ou moins attaché dans son radiateur, sur le radiateur et tout ça. Bah, en fait, tu te rends compte que justement, il a peut-être probablement développé ce rire-là, réflexe ou je sais pas quoi, parce que sa mère faisait que lui répéter « C'est un garçon joyeux, joyeux », et en fait, non. Oui, il faut être joyeux. Et c'est juste que non. C'est parce que t'as dit ça qu'il a commencé à rigoler, mais il a jamais été joyeux de sa vie, et c'est encore plus touchant. Mais son rire, comme ça, c'est un espèce de Gilles de la Tourette, un petit peu. Oui, c'est ça. Ouais, Bon, alors, de ce que j'ai lu ici et là, c'est que alors il y a apparemment 3 rires différents qui ont été travaillés, qui sont en partie inspirés de rires pathologiques, de gens qui sont vraiment dans un rire de folie, quoi. Et donc du coup, une fois de plus, en plus de valider des propos, des discussions et tout, ce film est aussi l'argument final pour annuler la version française des films pour toujours, parce que j'ose même pas imaginer la pression du gars qui a dû doubler le Joker en français. Je sais même pas. Je me demande si, tu sais, un peu comme ils font quand il y a des chansons dans des films, je me demande même s'ils n'ont pas été obligés de garder le rire original quand ils rigolent. Je pense qu'ils ont été obligés parce que je vois pas. Ah oui, c'est. J'imagine la perte du ratio de qualité doit être énorme, quoi, sur une version française. Et moi, j'invite vraiment tout le monde. Je me suis régalé à aller voir parce que c'est complètement dans le prolongement d'une des thèses du film, qui est lorsqu'on aborde les talk shows américains, en fait, avec le concept à la Jimmy Fallon, à la Kimmel, un peu, où tu as un gars qui est de formation un humoriste et qui va commencer son show avec des vannes. Donc tu sais, il y a cette vanne qui est trop bien de Niro qui dit j'ai entendu qu'il y avait des super rats, donc du coup il nous faudrait des super cats, quoi. Donc, du coup ça fait rire tout le monde, etc. Et en fait, je vous invite vraiment à aller voir la tournée de promo de Joaquin Phoenix sur les talk shows américains, notamment chez Jimmy Fallon et chez Kimmel, parce que, encore une fois, le gars va tellement loin dans la mise en abîme d'être un acteur et de jouer quelque chose que tu sais pas à 100% s'il est pas encore en train de jouer un rôle, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que, et chez Jimmy Fallon, c'est génial, et du coup, je tire mon chapeau à Jimmy Fallon qui est quand même qui a une sacrée bouteille quand même, parce qu'il y a un moment où dans l'interview, Joaquin Phoenix, il essaie entre guillemets de upstager, il essaie de voler la vedette à Jimmy Fallon en essayant de se moquer de lui un peu de la même manière que le Robert De Niro est moqué dans le film. Et c'est un peu retourné puisqu'il y a Jimmy Fallon qui va essayer de rentrer dans le game et on voit les deux gars qui se jettent des regards noirs de dire tu vas pas m'upstager sur mon plateau, tu vois. Et donc je vous invite vraiment à aller voir chez Kimmel et chez Joaquin Phoenix et chez Fallon la promo, parce qu'il y a vraiment un prolongement assez fort et il a une façon très marrante de critiquer le côté très propre, très clean, tu sais, parce que dans le film, à un moment, il y a De Niro, il va voir le Joker dans sa loge. Il lui dit bon, pas de grossièreté, on est un show clean, tu vois. C'est-à-dire, je sais plus qui disait ça, j'ai entendu un gars qui disait récemment que c'est le genre de show où t'arrives, on va te forcer à porter une cravate si t'en as pas. Tu sais, c'est genre, c'est très 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 carré, quoi. Et d'ailleurs, et donc du coup, Joaquin Phoenix, il est sur ses plateaux, en vrai, il dit fuck toutes les 3 phrases, et ils sont obligés de le biper, tu vois. Alors qu'on sait très bien qu'ils lui ont dit qu'il faut pas dire fuck sur le truc. Oui, c'est comment ça marche. Et voilà, donc il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Il explique des trucs vachement bien. Il explique qu'il a perdu pas mal de poids pour faire le film. On le voit, il y a des scènes où il est très maigre. Et il dit que la perte de poids, la perte de poids donne une maîtrise de soi stratosphérique, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu l'impression que le fait de maîtriser son corps comme ça, il était dans une posture de maîtrise psychique totale et que c'était ça qui lui permettait de masteriser un personnage à ce point. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de revoir The Master, parce que je rapprocherais cette performance du film The Master, tu sais, quand tu joues avec Philip Seymour Hoffman, où il y a un peu ce côté, tu sais, un peu misère psychique à la dérive, un peu, on sait plus trop, on est quasiment un peu dans le divin, quoi, tu sais, il est un peu dans un métamonde, un peu on sait pas trop où il est, quoi, tu vois. Ou même The Machinist, c'est marrant, qu'on associe à chaque fois la maigreur à un truc très
on sait pas où est la réalité, on sait pas où est l'onirique, tu sais. C'est marrant ça. Mais Joaquin Phoenix, c'est pas la première fois qu'il était dans le méta, parce que tu sais, tu te souviens quand à l'époque où il y avait une barbe, là, il était chez Letterman. I'm Still Here, quand il avait fait son espèce de film où il a disparu des radars pendant un temps. Ouais, c'est ça, il s'est lancé dans il la avait fait croire à tout le rap. monde, Mais tu sais quoi, en vrai, il a raison, parce que c'est une vraie... Parce que, voilà, c'est de la comédie aussi. De toute façon, ces talk-shows-là, rien n'est vrai, rien n'est sincère. Tu sais, même pour les gens qui viennent faire du stand-up, du monologue, ça met à peu près 3-6 mois avant de passer, parce que en gros tu leur donnes vraiment ton texte au mot près, etc. Ils te redonnent le texte. Oui, c'est vraiment rien n'est au hasard et tout est calibré. Donc c'est vrai qu'il a raison de, si tu peux souligner le fait que tout ça c'est fake. Oui, encore, et à la limite lui c'est rien, hein, avec juste De Niro qui lui dit pas de grossièreté, alors que, enfin, je me souviens effectivement d'avoir entendu on te coupe ton texte, on te dit ça. Enfin, c'est là, c'est hyper léger. Hein. Oui, c'était l'époque. En même temps, il vient dans les studios avec un flingue, personne vérifie rien. Et ça, c'était l'époque où, tu sais, je crois que c'était en 77, il y avait une vraie journaliste. D'ailleurs, ils en ont fait un film, je crois. Journaliste télé américaine qui s'était suicidée en direct. Ah ouais. À la télé, pareil, des problèmes mentaux, des trucs comme ça, et que, genre, tu sais, non, j'allais très bien dans ma vie, j'ai décidé de me tirer une balle. D'autres choses à rajouter sur les spoilers, je pense qu'on a fait J'aime beaucoup comment la question du gun control est abordée, avec justement cette espèce de pote / connard qui lui donne un gun, qui va d'ailleurs ramener dans un hôpital pour enfants malades, un petit peu en mode vaudeville, et qui sait pas comment Et je trouvais que c'était vraiment une illustration parfaite de le problème du gun control aux États-Unis. C'est juste que voilà, il y a littéralement des gens qui ont des guns qui leur tombent des poches, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas plus simple pour résoudre ce problème-là. En plus, il lui dit, j'ai pas le droit d'en avoir, je peux pas en avoir, et... J'ai beaucoup aimé aussi la scène que j'ai trouvée super glauque, avec le côté la froideur clinique un peu du lieu, quand il va chercher le dossier de sa mère à Arkham. Tu sais qu'il est avec un clerc un peu, et que la dynamique de la discussion est vachement intéressante, parce que le gars est plutôt sympa au début, et tu vois le moment où il comprend que c'est le fils qui vient chercher le truc de sa mère. Il est un peu contre la grille, un peu en train de faire sa petite moue là, de bébé là, et j'ai trouvé cette scène assez cool. Est-ce que je sais pas s'il y a... Bon, il y a la scène aussi géniale où moi j'ai explosé de rire, où il y a le nain qui arrive pas à ouvrir la porte parce que la chaînette est trop haute. Voilà, c'est... Je pense que c'était vraiment le truc, le pari du rire nerveux. Cette scène, elle fait très très peur en fait. Ouais. Parce que tu sais, il y a ce côté, t'es avec un serial killer, et que tu pouvais t'en aller, et la seule chose qui fait que tu peux pas t'en aller, c'est littéralement un truc avec lequel t'es né, c'est ta taille, et que du coup t'es obligé d'attendre que quelqu'un veuille bien t'ouvrir la porte. Ça aussi, c'est vachement un truc oppresseur, opprimé. Et en fait, c'est vrai que c'est un film et contre les bullies. Les seuls gens qui survivent, justement, voilà, c'est les nains, les clowns, tu vois, c'est les gens qui possèdent pas le pouvoir, quoi. Et d'ailleurs, cette scène a vraiment... c'est le clou final pour sceller le changement qui est apporté à ce personnage-là. C'est que normalement, tous les personnages qu'on a connus jusqu'ici du Joker, normalement, ce sont quand même des personnages qui sont quand même dirigés par la non-logique et le chaos, en fait. Donc, normalement, il aurait très bien pu le tuer au cinéma. Oui, exactement. Et le fait qu'il l'épargne, c'était ça qui, du coup, alimente certainement la controverse, de dire il est un homme aussi, tu vois. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais peur pour le nain à ce moment. C'est que je savais que le Joker peut faire n'importe quoi. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah non, mais en fait, je t'adore, en fait. Mais c'est moi je dis ça parce que moi j'avais l'impression effectivement qu'il s'est attaqué aux gens qui lui ont fait du mal, ou qui à un moment donné ont trahi, mais à la toute dernière scène où il part avec du sang sous les semelles, donc où tu te dis peut-être il a tué sa médecin, mais elle lui a rien fait. Ouais. Mais là on est dans autre chose. Là je pense qu'effectivement il est devenu le vrai Joker. Le gars, il faut juste pas l'enfermer. Enfin, il faut juste pas que tu sois associé avec la personne qui a les clés, en fait. Ouais, peut-être. Parce que moi ça m'a choqué ce truc, parce que j'avais l'impression qu'il s'en prenait que à ceux qui, plus ou moins directement, effectivement, lui faisaient du mal, mais elle, c'est très indirect. Je trouve que cette scène est pas mal pour te dire aussi, jusque-là, tu pouvais dire oui à la violence, et après,
tu te dis, attends, mais il a tué une médecin, parce que la violence ne s'arrête plus. Du coup, moi, je trouve que c'est... Enfin, après, c'est ma lecture à moi, et que je veux bien donner mon bénéfice du doute à Todd Phillips, mais c'est ce que je vois, en tout cas, dans ça. C'est-à-dire que vraiment, dès que tu commences à faire ça... Et en même temps, il finit le film par... Il se fait courser par des infirmiers de manière, genre, bénile. Oui, mais c'est très bénil. C'est ouf, quoi. Oui, ça rend le truc ridicule. On n'a pas parlé de ce que je suis en train d'y penser, et le film me cueille un petit peu à ces endroits-là. On n'a pas du tout parlé de la relation qu'il a avec sa voisine de palier. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ah, tu voulais faire... Vas-y. Je me demandais est-ce qu'il la tue aussi, parce que bon, on voit rien, il se barre de chez elle. À aucun moment il y a des conséquences au fait qu'il soit arrivé chez elle tranquillou. Elle aurait pu appeler les flics, tu vois. Ouais. Donc je suis pas entièrement sûre qu'elle soit vivante. Ah non. En fait, ce qui est génial dans cette scène, c'est que, et bon, malheureusement, je suis obligé de, voilà, j'imagine que c'est un film mainstream, donc les studios ont dû dire oui, il faut quand même mettre 2-3 flashbacks qu'on comprenne bien. Tu vois ce moment. Exactement. Parce qu'en fait, si tu veux, quand il est dans l'appart et qu'elle ouvre la porte et qu'elle dit oh putain, vous êtes le voisin, là tu comprends tout de suite, tu dis oh putain, c'est pas vrai, il a jamais eu de relation avec. Et juste là, c'était parfait, mais non, ils sont quand même obligés de mettre 4-5 flashbacks. Tu le vois tout seul. Alors, c'est très drôle parce que mon esprit un peu féminisme dans les films, j'étais en train de me dire, à un moment, ils sont assis tous les deux, et j'étais en train de me dire, mais au final, le perso de sa meuf, on sait rien d'elle, et tu vois, j'étais déjà en train de faire un discours contre moi-même, tu vois, en train de me dire, ouais, mais en même temps, c'est pas la protagoniste, mais en même temps, c'est un faux personnage, vu qu'on sait rien de sa vie, et c'est quand même bizarre, une meuf qui aime un mec comme ça, et ensuite, il y a la scène où on te dit qu'elle n'existe pas, et là, tu fais genre, ok, c'est parfait, en fait, c'est exactement... Je pense pas qu'elle soit morte, je pense que c'est le moment ultra awkward et ultra stressant pour une meuf de se trouver avec un inconnu, enfin, l'inconnu, un voisin un inconnu quand même, chez toi. Je pense pas qu'il lui ait fait quelque chose, mais... Un inconnu qui, au hasard, à chaque fois que tu l'as croisé dans l'ascenseur, de nulle part te fait des signes, je veux peut-être je me tirer une balle dans la tête. Moi, je déteste quand, en général, dans un film me prend par la main pour m'expliquer un truc. Oui. Mais ce flashback-là, je l'ai trouvé assez, en tout cas assez léger, bien fin. Je pouvais l'accepter, tu vois. Il y a d'autres flashbacks dans d'autres films où je fais, franchement, c'était vraiment pas la peine. On n'est pas des attardés mentaux. Mais là, tu vois, il y avait une petite musique, ça passait vite. Je veux bien, tu vois. Ça t'explique pas la fois où quand on croit qu'il est avec elle, il ouvre la porte de son appartement à elle, il la voit, il la chope. Ouais. Il y a pas, parce que qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête à ce moment-là ? Il s'est branlé chez lui, je pense. Il y a la solution extrême aussi d'un personnage annexe qui explique au personnage que ce personnage n'a jamais existé, tu sais, pour expliquer. Oh là là, ah oui, mais ça c'est le pire encore, tu sais, la voix off. Et en fait, j'ai réalisé. mais voilà, et je dis pour broder là-dessus, la dimension du rêve dans ce film est géniale parce que t'as beau te faire avoir à chaque fois. T'as envie d'y croire. T'as envie de croire que c'est cool que sa copine vienne le voir pour sa scène de stand-up. Tu sais, elle est là, elle rigole et tout. Et tu dis, ah non, vas-y, mais j'aurais bien aimé y croire, en fait. Il y a vraiment ce fil rouge de j'ai envie de croire en mes rêves aussi, tu vois. Ah ouais, t'as quand même ce truc de la scène de stand-up où il s'enfonce royalement de stress au début, et puis tout d'un coup, sorti de nulle part, il est méga drôle. Et les gens l'acclament, et c'est génial. Alors, c'était très chelou, ça faisait tous les films où l'underdog commence à exploser d'un coup. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Joker ? Juste pour conclure, est-ce que Joaquin Phoenix prend la pole position à Heath Ledger dans le classement des meilleurs Jokers de tous les temps, selon vous ? Moi je l'ai dit dès le début, oui, clairement oui. Ouais. Faudrait que je revoie Dark Knight au cas où, mais non. Moi je pense oui aussi. Ouais. Moi aussi, là, je suis d'accord. Je dirais dans le podium, pour moi, ce serait Joaquin Phoenix, Heath Ledger et Jack Nicholson, quoi. Voilà, exactement. Le podium. Ok, très bien, c'était cool. Donc, encore une fois, on vous encourage à voir ce film qui sera certainement moi, personnellement, dans mon top 10 de l'année 2019. Il n'y a pas à chier, quoi, dans mon sûr. top 1, moi. Vous en avez compris. On va enchaîner, du coup. On reste sur moi, il me semble, de la qualité. Une belle semaine, parce qu'avec un bon petit origine à Netflix cette semaine, El Camino, un film Breaking Bad, du coup. On t'écoute, du coup, Areski, pour le film synopsis.
Yes, El Camino, un film Breaking Bad. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir ça en sous-titre, mais voilà, il est sorti le 11 octobre donc 2019 sur Netflix, réalisé par Vince Gilligan, qui est le créateur également de Breaking Bad, avec Aaron Paul, Jesse Plemons et Robert Forster. À la suite de sa tragique évasion, Jesse doit accepter son passé s'il veut se construire un avenir ou quelque chose qui y ressemble plus ou moins. Un film qui fait la suite au final donc de la série Breaking Bad, suivant les aventures de Jesse Pinkman, l'alcoolite de Walter White. Petite bande-annonce. Sur la moitié sud, dernière minute dans les normales saisonnières. Glaçante d'une scène de crime à plusieurs victimes. Tout a commencé quand des voisins ont signalé des centaines de coups de feu. Une fois sur place, la police d'Albuquerque a découvert les corps de 9 hommes, dont plusieurs criblés de nombreuses balles. Sidérant, c'est ainsi que les policiers, pourtant expérimentés, ont décrit le carnage. Une mitrailleuse télécommandée aurait a priori servi dans la tuerie. Les enquêteurs recherchent un témoin qui aurait fui la scène de crime. Quiconque détiendrait des informations est prié d'appeler immédiatement la police. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de El Camino? Déjà, quelle est ta relation, Aude, avec Breaking Bad? Breaking Bad, alors Breaking Bad, c'est une série que je pouvais regarder que quand j'avais un état d'esprit très précis, donc où je pouvais regarder ce genre de série qui... Je t'avoue que je suis pas une grande fan de Breaking Bad. Je sais que ça se fait pas de dire des choses comme ça, mais de toute façon, ce genre de série, au bout d'un moment, je comprends plus qui est qui, et, et je fais même plus aucun effort, donc... Ah là là, moi qui pensais qu'on allait te réinviter dans fin de séance. Tout s'écroule. Tu as fait voilà, l'erreur, genre. sur la dernière ligne droite. Alors, j'étais à fond au début, puis après, j'ai perdu le fil complètement. Ok. Mais tu l'as regardé jusqu'à la fin quand même J'ai regardé jusqu'à la Ok, fin. oui, Ouais. bon, tu sais. J'ai regardé jusqu'à la fin, mais c'est vrai qu'il y a sans doute des épisodes que j'ai regardé à moitié en faisant autre chose en même temps. Et là, c'est vrai que c'était pas mal, du coup, qu'au début du film sur Netflix, il y a un petit recap de Breaking Bad. Et voilà sur la série, effectivement. Après, sur le film... alors, je t'avoue que je sais pas, il est sympa. C'est peut-être un peu dispensable, je trouve, en fait. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça répond à certaines questions et ça permet de sceller quelques interrogations. Et je sais pas, ça m'a pas rendu ouf. Alors peut-être parce que je l'ai pas vu au cinéma et que tout d'un coup, quand je regarde sur mon écran d'ordi, tout est moins. Mais de toute façon, il est même pas grandiose. sorti au cinéma. Enfin, peut-être aux États-Unis, peut-être Il dans quelques est sorti salles. en salle aux États-Unis. Ah, Ouais. voilà, ouais. Mais, ouais. En plus de Netflix, hein, il y avait Oui, une bien sûr. double release. Ouais. Ok. Moi, je l'ai regardé sur mon petit écran d'ordi et ça forcément peut-être moins. Je me suis moins prise dedans. Mais je sais pas, ouais. Ouais. Mais moi, je t'avoue que j'ai... Alors bon, Breaking Bad, moi, j'aime beaucoup, mais je suis pas du tout une de ces personnes qui a re-regardé la série depuis sa fin, je sais plus quand. C'était maintenant, il y a quoi, 3 ans? Plus? Non, plus, beaucoup plus. En plus. Donc, plus. bon, on en reparlera, mais je sais que dans ce film, notamment, il y a... qui est, je pense, compréhensible un peu par des gens qui connaissent le principe de la série, mais je pense que ça a plus d'impact si tu as déjà vu toute la série. Mais je pense qu'en vrai, il y a beaucoup plus d'impact si t'es un fan. Parce que je sentais les endroits de ce film où on voulait me faire un clin d'œil et où moi, ma seule réponse à ça, c'était « Ah ouais, parce qu'il y a un truc à propos de ça. » Et qu'il y avait probablement un personnage qui faisait ça, ouais, mais désolé, c'était il y a 10 ans, quoi, donc je peux pas, je vais pas dire, tu sais, le côté, ah ouais, il y avait cet aquarium-là dans l'épisode 2 de la saison 3, et que du coup, donc je pense que c'était vraiment du fanservice. Moi, en fait, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé que c'était un épisode, en fait, déjà, de la série, j'ai pas spécialement trouvé que c'était un film à part entière, en vrai, ça pouvait être un double épisode de la série. Et je suis aussi d'accord sur le fait de dire que c'est dispensable, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui s'est passé pour Jesse, c'est littéralement ce que je me suis imaginé lorsque j'ai vu le final de Breaking Bad quand il était dans la voiture. Ouais. Je me suis dit, il va se débrouiller pour retrouver le gars qui fait sortir les gens du pays, etc., ou je sais pas. Et ensuite, il va probablement se passer des péripéties, mais il va se passer ça pour ce personnage-là. Enfin bref. Donc ça m'a pas du tout... Voilà, enfin, j'ai passé un bon moment. Mais je considère pas du tout qu'il y ait un statut particulier de film Breaking Bad dans ça. Moi, voilà, pour perso, c'était double épisode.
téléfilm, enfin c'est pareil quoi. Ouais, je suis d'accord. Et toi Jean-Yves? Alors, moi, c'est mitigé. Donc, déjà, mon expérience de visionnage est excellente parce que je l'ai vu en 4K et la 4K est vraiment super crisp, quoi. Et c'est vraiment très, très agréable. Et je retrouve l'espèce d'ambiance un peu de couleur saturée, un peu pop de la série que j'avais tant aimé. Je dirais que, objectivement, par rapport au nombre de bouses qu'il y a sur Netflix en termes de films Netflix, je dirais quand même il est au-dessus un peu en termes de qualité. Bien sûr. Je te parle pour un Netflix original, tu vois. Je dirais que vraiment, il y a quand même un cran au-dessus de ce que j'ai l'habitude de voir sur Netflix en tant que film. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté un peu fan-service, dans le sens où, clairement, il y a des moments où je retrouve des petites sensations cool de j'aime bien ce que tu fais dans cette scène parce que le twist de la scène me rappelle ce qui s'est tant passé dans tant d'épisodes et que j'avais tant aimé en regardant cette série. Je pense à 2 scènes en particulier qui sont vraiment très très bonnes. En fait, en gros, voilà, moi je passe plutôt un bon moment. Je sais pas, est-ce que ce film est utile ou pas moi j'encourage vraiment. Après il y a des trucs marrants, c'est-à-dire j'encourage les gens à aller voir ce film. Il y a 2 trucs. Il y a Aaron Paul chez Jimmy Kimmel qui résume Breaking Bad en 2 minutes 30 chrono à base de Science Beach. C'est vraiment très très drôle, donc allez voir ça. Est-ce que en 2 heures, voilà, enfin, j'ai bien aimé. Alors il y a des personnages que j'aime bien revoir. Par exemple, j'aime bien voir ce personnage qui est un peu une version Echo Plus de Matt Damon, tu sais, au début, qui a sa tête de poupin là, le mec de Fargo, de la série Fargo. J'aime bien ce personnage. Ouais. Après, les personnages qu'on voit plutôt vers la fin du film, je vois pas trop l'utilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le film, jusqu'à une certaine scène à base de Far West, un petit peu, si je puis dire ça comme ça, à partir de cette scène-là, où finalement ça paraît logique qu'il n'y ait plus vraiment grand-chose à dire, puisque c'est une cavale, on est dans un espèce de fanservice qui, pour moi, le film, il finit un peu comme un bop, quoi, tu vois. Genre, et je pense que soit, enfin je sais pas, alors pourquoi ne pas faire à ce moment-là, clairement une saison 6 Breaking Bad et aller au bout du truc plutôt que de faire un truc qui est un peu dans l'entre-deux, tu vois. Là j'ai eu l'impression avec ce film qu'on était un peu dans l'entre-deux. Ouais. Mais voilà, c'était quand même un bon film et je le conseillerais à tout fan de Breaking Bad, encore une fois, parce que par rapport à l'offre Netflix, c'est quand même au-dessus de ce qu'on voit d'habitude sur Netflix. Ouais. Voilà. Donc, en tant que note, je mettrais un bon 3 sur 5, quoi, voilà, parce que c'est un bon petit film. Mais du coup, j'aurais tendance à dire que c'est pas regardable si tu connais pas la série. Donc, c'est pas un produit rajouté. C'est pas un produit indépendant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, bon petit film, bon fanservice agréable, mais sans plus, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça le sous-titre un film Breaking Bad est très important. C'est ça. À une petite note, alors en tant que non fan de Breaking Bad, même si j'apprécie la série et ne me faites pas de mal. Alors là, 1, 2. Boum. On sent qu'elle est sévère quand même. Un peu. Non, mais moi je dirais 3,5 parce que en gros en général voilà 7 sur 10 c'est la note que je mets sur les films IMDb qui sont des bons films, voilà, mais qui ont rien révolutionné, tu vois. Mais non, mais encore une fois, j'ai passé un bon moment là sur mon canapé. Effectivement, il y a le côté facilité. C'est vrai que voilà, si vous avez vu Breaking Bad et que forcément, enfin pas forcément, mais vous avez Netflix parce que vous avez des codes de papa, maman ou de votre sœur, comme ça. C'est vrai que voilà, vous êtes sûr d'avoir une bonne 1h30 d'un truc, franchement, pour le coup, bien fait, bien joué. 2 heures, hein, c'est 2 heures. Ouais, bon, 2 heures. Tu vois, ouais. j'ai même pas eu le temps passer parce que vraiment, pour le coup, encore une fois, voilà, c'était un truc bien. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaît pas vraiment la série, qui va le regarder avec toi, c'est quand même un petit thriller, petit truc. Enfin, il se passe des choses intéressantes, donc ça se regarde, quoi. Ça se regarde totalement. Voilà. Des choses à dire peut-être en spoiler. On annonce. Allez, quelques mini discussions spoiler. Yes. Allez. Mini discussion spoiler sur El Camino. Enfin, je pense que ça va être assez rapide. J'ai peur d'avoir un peu spoilé du coup en disant tout à l'heure. Il va retrouver le gars qui le fait sortir du pays, mais bon, enfin, de toute façon, il veut se. C'est relativement simple, de là. le film en final. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus. Tu vois, ce qui me fait dire, en tout cas, voilà, ça va juste souligner mon propos de ultra fan service.
C'est la lettre qu'il donne à la fin au mec, au smuggler là. Et la lettre, elle est adressée au fils de la meuf avec qui il était sorti, je sais pas quoi, la saison 4. Meuf dont en vrai, je me souviens même pas. C'est même pas Kristen Ritter, c'est une autre meuf. Ça veut dire, c'est pas Jessica Jones là, c'est celle qui est morte dans son vomi, c'est l'autre meuf encore. Et franchement, je ne me souviens pas de son visage. Donc déjà, voilà. Et il écrit un truc à son fils. Donc tu vois, même là, il faut être un ultra fan pour se rappeler du nom de la meuf, du nom du fils de la meuf. C'est-à-dire qu'il aurait marqué Skylar White sur le truc. Là, là, ok, j'ai pas besoin d'être un super fan pour me dire, tiens, il a peut-être écrit une lettre, faire se réconcilier la famille de Walter White avec lui. Clairement, la scène avec Walter White, elle est inutile, quoi. Ah oui. Enfin, il parle, il y a une discussion vite fait de oui, t'aurais pu faire des études. Enfin, c'est nul, quoi. Enfin, de toute façon, voilà, à partir du moment où je te dis tout à l'heure, donc il part en cavale. Donc il va. Bon, j'aime beaucoup la scène chez le smuggler avec Robert Foster, avec cette scène où tu sais, il lui fait croire le flegme Robert Foster, il lui fait croire qu'il a appelé les flics. En fait, il les a vraiment derrière. Donc voilà. Après, je veux dire, après, donc là, il y a double truc. Il y a donc il arrive, donc il parle avec. D'ailleurs, c'est très difficile. Je n'arrive pas à le placer chronologiquement en fait. C'est-à-dire que quand la scène avec Walter White, là, je n'arrive pas à savoir où c'est en fait. C'est après leur premier batch. C'est-à-dire vraiment fin de l'épisode 1, pilote. Parce qu'on voit les balles qui ont été scotchées sur la caravane et c'est le moment où ils se rendent compte qu'ils en ont fait beaucoup de meth. Et que du coup, il y a $1 million à épuiser, enfin voilà, quelque part. J'ai bien aimé les flashbacks, les autres flashbacks pour le coup. Et les autres flashbacks sont intéressants parce que justement, ils donnent une dimension au film qui du coup est intéressante puisque le film est un peu construit sur ça, parce que lui, il a la recherche un peu de son passé. Pour comprendre, parce qu'il y a le côté trauma avec l'espèce de bande de white supremacists là, qui était en mode esclave de ces gars pour faire de la drogue et tout. Et là, le côté justement trauma, mémorise et tout, là, c'était vraiment intéressant. Oui, et après, ça se met. Surtout que tu te dis, tiens, chaque flashback va apporter un truc psychologique. Parce que ça commence avec son pote, quoi, le mec qui était chauve, là, qui joue dans Better Call Saul d'ailleurs maintenant. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, en gros, Mike, il s'appelle, je crois. Ah oui, Mike. Et du coup, ça commence avec lui. Et du coup, il y a, tu vois, cette petite discussion de qu'est-ce que tu ferais, où est-ce que tu irais, tu vois. Et du coup, tu as l'impression d'en apprendre un poil plus sur les personnages, des choses comme ça. Et j'avoue que la scène avec Walter White me laisse un peu sur ma faim parce que je comprends le côté impactant de se dire, tiens, le flashback, je vais le faire pour le pilote, genre, tu vois, le début, dès qu'on rencontre les personnages, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, mais c'était pas aussi psychologiquement fort que après, en fait, entre les deux personnages, ce qui a pu se passer et la relation qui a pu se passer, parce qu'on voit juste le gars un peu trop classique qui était Walter White à cette époque-là de il faut faire des études. Tu vois, face à un gars qui disait j'en ai rien à foutre ou des choses comme ça, alors qu'on s'est rendu compte, et c'est ça qui est fort dans la série, c'est qu'il y a beaucoup plus de nuances et de complexité dans le reste du monde et que chacun en apprend plus, tu vois, et que même Walter White il se rend compte qu'il y a des gens ultra intelligents qui ont jamais fait d'études mais qui sont dealers de drogue. donc voilà, enfin ouais, je sais, enfin, et c'est vrai que comme tu disais, c'est un poil dommage dans le sens où c'est quand même les protagonistes, quoi. Donc les deux on aurait aimé un truc genre waouh. Et puis la même impression que une fois que t'es passé chez Robert Forster, il te fait en mode remixeur à fugitif, et t'as un peu l'impression que l'Alaska, c'est un peu à chaque fois comme dans la film, c'est le bout du chemin, tu vois. Donc une fois qu'il a certainement pris juste à côté de lui, le petit chalet à côté, c'est genre Dupont de Ligonnès, tu vois, il a son petit chalet, son voisin de palier, les gars. Non mais en vrai, t'es flic, tu vois, une fois t'as l'impression vraiment, et c'est vraiment, j'avais eu le même feeling sur la série, c'est qu'une fois que t'as Robert Forster, il est bon, I guess this is it, tu sais, genre, puis voilà, c'est peut-être fini, tout est fini en fait, tu vois, c'est difficile de rebondir, voilà, le gars il s'est fait une nouvelle vie, c'est terminé. Maintenant, je voudrais revenir sur quand même deux scènes que je trouve vraiment géniales, et
j'ose imaginer qu'elles sont écrites avec les mêmes stratégies que la série, puisque dans l'abondance dans laquelle on vit aujourd'hui sur toutes les plateformes, ça reste quand même un gros challenge de nous surprendre. Et moi, j'adore la scène quand il va chercher le fric qui est planqué dans le frigo, dans l'appartement là, et qu'en fait, il pense qu'il y a des flics. En fait, c'est pas vraiment des flics. Ce sont des espèces de gars, de soudeurs qui ont pris des parkas avec marqué police. Et il y a tout un truc très sympa avec cette scène-là. Et il y a aussi la scène où il retourne chez ces mêmes soudeurs en mode duel de Far West, en mode bien, Mexican standoff, et ça c'était très cool. Et je pense que, parce que tu sais, dans la série, dans l'écriture de la série, pour l'originalité, les scénaristes, ils se pointaient toujours, on leur demandait d'arriver avec une façon avec laquelle ils voyaient la fin de l'épisode. Donc il y avait 5-6 fins possibles. Et donc les showrunners disaient après non, ce sera pas ça, il faut trouver encore autre chose. Donc ils avaient déjà de base épuisé 5-6 façons tu vois, dénouements, il fallait en trouver encore des plus originaux. Donc là, je m'imaginais que le Mexican standoff de la fin, ça découle un peu de ça, quoi. Donc voilà, il y a... Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est cette espèce de leitmotiv de Far West abandonné américain, tu sais, où t'es un peu dans des endroits, à un moment, tu te dis, mais t'es dans un monde abandonné, en fait, où il y a des rôdeurs, un peu, il y a des soudeurs qui sont déguisés en flics, quoi. Tu sais, il y a ce côté un peu No Country for All Men, tu sais, à des moments dans le film, c'est ça, j'ai vachement aimé. Et ça, c'était vraiment... Ça reprenait déjà peut-être des choses déjà toutes faites dans la série, mais voilà, ça je trouvais que c'est vraiment la marque de fabrique Breaking Bad, tu sais. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est cohénien un peu Breaking Bad de manière générale, et peut-être un peu le film, il y a ce côté... Non mais oui, ce côté... De toute façon, j'aime bien cette... Alors je sais pas si c'était dans la série, mais si c'est dans la série quand même, justement, avec des personnages forts, comme Mike, justement, et Robert Foster, là, dans celui-là, d'ailleurs, rest in peace, parce qu'il est mort cette semaine, je crois. Le jour de la sortie, hein. Ah ouais, le jour de la sortie, c'est ouf. Et où, tu sais, tout se joue sur un dialogue et tu te régales. Juste deux personnes parlent, ça dure peut-être 5 minutes quand même, ce qui est énorme pour juste une scène de dialogue, mais t'es comme dans un Tarantino, quoi. Tu t'es assis et tu te régales. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais. C'était vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter de rien de particulier, El Camino. Est-ce que tu recommanderais... Genre, voilà, t'as un ami qui a vu Breaking Bad, mais aux fans, absolument. Enfin, c'est clairement destiné à eux. Enfin, c'est pour ça que moi, je suis pas aussi ouf du truc. Clairement, oui, il faut le voir si on a aimé la série. Puis même, je pense, ça a un effet un petit peu pansement. À la limite, ça adoucit la plaie de la fin de l'épisode. Voilà, enfin, c'est un côté, tout est résolu, c'est gentil. Enfin... Et je crois que j'avais vu un article, enfin le créateur, lui, sa première idée qui lui venait, c'était que juste Jesse, il allait se faire arrêter dans le coin de la rue après avoir fui. Donc là, ça a donné une fin qui fait du bien. Enfin, elle fait du bien. Donc c'est sympa pour ça, mais c'est un petit pansement. Ouais. En gros, c'est si quelqu'un a besoin d'une petite happy end à regarder, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Puis au moins, on est sûr que White est mort aussi. Oui, est-ce que vous regardez, vous, la série Better Call Saul ou pas du tout ? Oui, absolument. Alors j'ai commencé, mais n'étant pas une grande fan de Breaking Bad, je suis moins intéressée. Mais j'avais commencé, mais en fait, ça n'a aucun rapport. Mais... Oui, ça n'a pas de rapport. Est-ce que ça se recoupe là, au niveau chronologie ? Est-ce que dans Better Call Saul, ça recoupe Breaking Bad ou là, pas pour l'instant, on est vraiment dans du prequel, donc on est assez loin, même s'il y a quelques clins d'œil, en fait. Et peut-être que là, je sais pas à quelle saison on est, si c'est à la saison 5 4 ok. 5, je sais plus. Ouais, là, peut-être on commence à se rapprocher de certains personnages qui sont beaucoup plus proches de Breaking Bad. Mais vraiment, pour le coup, moi, Better Call Saul, j'adore. C'est une très très bonne série. C'est vraiment... Alors, bon, je sais pas, je vais peut-être tirer ça un peu dans le vide, parce que Breaking Bad, encore une fois, ça fait peut-être 10 ans que, du coup, voilà, c'est le dernier épisode, c'était le dernier. J'ai plus le souvenir de l'exacte qualité du truc, mais la qualité de chaque épisode de Better Call Saul est vraiment au rendez-vous, quoi. Vraiment. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va conclure sur la rubrique film en vrac. Est-ce que vous avez envie de partager avec nos petits podcasteurs adorés nos petits affamés, peut-être nos petits affamés,
nos petits affamiamés d'amour, est-ce que vous avez un petit film et ou une série que vous avez vu récemment que vous aimeriez partager ? J'ai vu un film français qui s'appelle Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, donc l'ex Robin des Bois, et avec Jean-Paul Rouve aussi José Garcia, et je crois que c'était Ludivine Seigné. Non, ouais, bref, qui jouait Lola d'ailleurs. Titre un peu bizarre parce que j'ai plus l'impression que c'est José Garcia qui était le personnage principal de ce film, et pourtant on l'appelle Lola et ses frères. On sent qu'à un moment il y a eu une petite réunion de prod où il y a eu une question sur le titre et on s'est dit ouais, on a qu'à l'appeler comme ça. C'est une petite comédie sympathique. On sent la volonté d'avoir des blagues dans les dialogues qui parfois est un poil poussive, mais qui quand même voilà, ça atterrit quand même bien pour la plupart d'entre elles. C'est l'histoire de deux frères et une sœur qui ont perdu leurs parents, je crois, assez jeunes, et on suit un petit peu leur fratrie lors du remariage de l'un, de la perte d'emploi d'un autre, et de mauvaises nouvelles de la dernière. Et voilà, c'est un petit film sympa. On a noté qu'il y a Ramzy Bedia en second rôle aussi. Voilà, c'est une petite comédie sympathique, légère, que je recommanderais. Voilà, si vous l'avez, genre en VOD viteuf. Je donnerais 3 miams, je pense, pour ce film. Voilà. Alright. Alors moi j'ai vu un excellent petit film dans les nouveautés VOD, un film de Justine Triet qui s'appelle Sibylle, avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Parce que déjà, bon, j'adore Virginie Efira parce que je trouve que c'est une des meilleures actrices de sa génération sur la scène française. Et l'histoire, c'est que elle est psychiatre. Et la scène d'ouverture est géniale. En fait, elle est dans un espèce de, vous savez, ces restos qui étaient à la mode il y a quelques années, et maintenant c'est un peu passé de mode. C'est une espèce de sushi bar, non pas de sushi bar, un truc japonais où t'as un rail avec des plats qui se déplacent dans le restaurant et tu prends le truc qui passe devant toi. Et en fait, c'est un dialogue où elle est avec un pote à elle qui est dans l'édition, on imagine. Et parce qu'elle veut se lancer dans l'écriture, elle veut arrêter d'être psy pour se lancer dans l'écriture. Et c'est absolument génial parce que c'est un dialogue avec une seule personne qui parle, et c'est son pote en fait qui, au lieu d'être sympa et de l'encourager à écrire un livre, lui il la décourage totalement. Tu sais, donc tu vois une espèce de dynamique où il dit de toute façon tu n'y arriveras jamais, l'édition c'est trop chiant, voilà. Et donc du coup tu vois à mesure que la scène s'écoule, la mine de Virginie Efira qui se déconfie petit à petit avec ce pote un peu connard qui pensait être sympa mais qui la décourage complètement. Donc elle arrête d'être psy, et sauf qu'en fait évidemment la page blanche, elle sait pas quoi écrire, et donc débarque dans son bureau comme telle une hystérique Adèle, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui joue une actrice complètement au bord du nervous breakdown, qui arrive dans son bureau. Et en fait Virginie Efira va la prendre comme patiente alors qu'elle n'en voulait pas, pour se servir de son histoire elle pour écrire son livre. Et c'est un film qui est assez bien parce que c'est vraiment un film sur un peu comme il y avait ce truc là dans le Joker aussi, c'est-à-dire de trouver la façon et le moyen de s'exprimer artistiquement en fait. Tu vois, il y a vraiment ce truc là qui est intéressant. Il y a tout un côté mise en abîme parce qu'après elle va se retrouver, elle veut plus faire. C'est un film sur le tournage d'un film, donc en fait Virginie Efira va partir sur le tournage de ce film pour être l'assistante psychologique de Adèle Exarchopoulos pour qu'elle puisse bien tourner les. Enfin, ça part un peu dans plein de directions. C'est très savoureux en fait. Donc je recommande vraiment ce petit film très très sympa quoi. Très sympa. Bon petit film voilà, à recommander pour un petit dimanche soir. Ok, Sibylle. Et je mettrais un bon 3,5 quoi. Un bon 3,5, 3,75. Ok. 3,75, c'est-à-dire 3 burgers, une frite. Et juste j'en profite pour ajouter, niveau série, j'ai vu une super série Netflix qui s'appelle Unbelievable. Ah oui. En 8 épisodes qui m'a scotché, que j'ai bingé. J'avais l'impression vraiment d'être dans une expérience de comme lire un bon polar quoi. Puisque c'est sur une histoire de viol, mais c'est assez subtil. Il y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez vu. Si je l'ai vu. C'est en 8 épisodes et c'est vraiment très très bon. C'est très très bon. Okay.
Effectivement, Unbelievable, en plus, si on cherche des histoires avec un message sur la parole des victimes de viol, c'est assez important, je pense, à voir. Alors, moi, j'ai le droit de donner un truc qui est vieux ? Bien sûr. Ok. Que t'as vu récemment. Que voilà, parce que récemment, je me suis refait... Walker Texas Ranger. C'est ça. Et je recommande vraiment la saison 3. La saison 3, je pense qu'il y a eu une maturité dans l'écriture. Et il a changé de Santiago. Donc... Exact. Le générique où il était en géant et tout. Non. Non, récemment, je me suis refait tout 30 Rock. Yes. 30 Rock. Donc c'est une série donc qui commence à dater un petit peu, créée par Tina Fey, qui est la femme la plus drôle et la personne la plus drôle du monde, je pense. Sur un peu les coulisses d'une émission à sketch sur la chaîne NBC. Et elle y est là avec Alec Baldwin, effectivement, qui est hilarant dans cette série, qui joue un peu le chef de NBC. Jack Donaghy. Et voilà, Jack Donaghy. Et elle joue la chef des auteurs de cette émission. Et au niveau écriture humoristique, c'est exceptionnel. Cette série, c'est tout, quoi, en fait. Ouais. Je l'ai revue une deuxième fois et je vais la revoir une troisième fois. Je me laisse 2 ans, peut-être. Ouais. Mais cette série, elle est incroyable parce qu'en fait, à chaque épisode, tu te rends compte que en 15 secondes, il peut y avoir 7 blagues à l'écran, dites au premier plan, en arrière-plan, en sous-entendu pop culture, et tu te dis, j'écris pas assez de blagues, en fait. Ah oui, tu vois, quand tu regardes cette série, tu te dis, mais putain, vous vous êtes fait tellement chier pour juste vos 30 minutes, quoi, tu vois. Et c'est vraiment, ouais, bravo. Une petite référence à Harvey Weinstein aussi, bien avant l'affaire MeToo, où le personnage, l'une des actrices de ces sketchs, la blonde dit qu'elle avait réussi à résister à Harvey Weinstein 3 fois sur 5. Ah oui. C'était sa blague. C'est un score incroyable. C'est marrant, je me rappelle de cette blague, effectivement. Cette blague m'avait marqué, ouais. Et à l'époque, moi, la toute première fois que j'ai vu, je savais pas qui était ce monsieur. Mais bon, après, c'était pas les seuls à avoir fait des blagues sur lui. Mais non. Voilà ma recommandation pour la fin et du coup, comme tu parles de séries un peu oldies but goldies, moi je suis en train de me refaire avec beaucoup de plaisir la série Extra de Ricky Gervais et Steven Merchant. Mais avec un plaisir, c'est d'une noirceur et c'est drôle, mais c'est à se rouler par terre. C'est ultra triste en fait, en vrai, quand sur le milieu du cinéma, de la télé et tout. Mais c'est drôle, c'est quoi. Pareil, ça mêle en fait, pathétique et comique. Ouais. Ricky Gervais, il est vraiment le master de ce créneau-là, le tragicomique, et toujours être à la frontière de la gênance extrême avec le fou rire, avec Steven Merchant derrière, c'est génial. Petit big up à Fabien Guilbeault, qui est aussi fan de la série, avec lequel dès qu'on se voit, on rejoue la scène où Ricky Gervais est en face de Ian McKellen. Et Ian McKellen lui explique dans la scène qu'en fait, il n'est pas un vrai magicien, mais qu'il est acteur et qu'il fait donc semblant de faire ce qu'un magicien ferait. Et franchement, cette scène, elle est juste formidable. C'est trop cool. Il y a la scène géniale aussi où il est avec Patrick Stewart qui lui explique que son script, c'est un film où il voit toutes les meufs à poil. Tu sais. Et c'est très marrant qu'au final, ça ait pu donner en fait un plateau d'expression du pire soi en fait de chacun de ces gens connus en fait. Donc c'était très drôle. Donc c'est une vraie pépite. Si vous n'avez pas vu The Office, dépêchez-vous de regarder The Office. Et si vous avez vu The Office, sachez que Extra est un peu moins connu que The Office. Mais tout aussi qualitativement, c'est tout aussi bien, donc à recommander chaudement. T'as eu les devoirs qu'on donne à faire, il y a Breaking Bad à regarder, il y a 30 Rock, il y a toutes les choses. Ça prend du temps. Il y a des devoirs, et puis en plus on rappelle que pour tout avis positif et 5 étoiles, Areski s'engage à vous envoyer un Blu-ray. C'est vrai ça, j'ai pas regardé, mais je crois qu'on en a pas de nouveaux commentaires. Qu'est-ce qui se passe les gars ? Les gens, ils sont plus de 1500 à nous écouter maintenant pour chaque épisode. Et qu'est-ce qui se passe ? Personne ne nous met de commentaires, c'est ça ? On en a que 30 encore. Mais ça, alors que je m'engage encore une fois à vous donner un Blu-ray. Ok, vous mettez 5 étoiles, vous mettez podcast génial, je voudrais un Blu-ray s'il vous plaît. et genre après vous envoyez un mail à findeséance@gmail.com dans la foulée comme ça, pap, je vois qui l'a fait et je vous l'envoie. Je vous l'envoie par la poste, il y a pas de souci.
sous blister encore. Je vous garantis pas que ce soit un bon film, mais vous aurez un Blu-ray gratuit. Soit avec une photo de la bite de Jared Leto. Avec tout. Aude, tu as de la promo à faire. Tu as une plateforme où il y a des dizaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Et je pense qu'ils veulent savoir où te retrouver pour rigoler, quoi. Voilà, pour rigoler. Parce que... Alors, si j'ai donné la preuve que j'étais drôle, je ne sais pas. mais effectivement, quand tu parlais de commentaires, je pensais au fait que j'ai un spectacle où à la fin, je dis à chaque fois, laissez-moi des commentaires sur Billet Réduc, et le taux de transformation est faible. Abominable. Ouais, hein. c'est incroyable. Faut que je harcèle les gens, quoi. Donc oui, j'ai un spectacle. Alors déjà, je m'appelle Aude Alisque. J'ai un spectacle qui s'appelle Tout avait pourtant mal commencé, qui se passe tous les vendredis à 21h30 à la Petite Loge. Et je fais aussi des chroniques sur une radio qui s'appelle Vivre FM. Tous les mardis matins à 8h50, et on a aussi une émission les vendredis après-midi de 16h à 17h où on est plusieurs, on rigole très très fort, et j'espère que je n'aurai plus cette voix. Oui. Je prends du miel, ça va aller mieux. Et moi, bah écoutez, vous pouvez, ça y est, j'ai lancé mon site web, genre le gars, tu sais, parce qu'on est en 2003 et que maintenant il faut avoir des sites web. Non, mais c'est que ça me permet de centraliser mes podcasts, donc comme ça vous aurez sugarfree.com, CHOUGR free.com, et comme ça vous verrez tous les autres podcasts, y compris le podcast perso que j'ai, Sugar Free justement. Bon, bah c'était cool, bon épisode, merci à vous d'avoir participé, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, on vous retrouve très vite pour un prochain épisode, à bientôt. Yes, bisous à tous. Salut. Ah, non.